Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette émission que j'aborde avec une certaine fatigue. Je vous ai préparé un très copieux menu. Vous savez que je suis sous d'intenses attaques diffamatoires depuis quelques jours. Ça n'est jamais agréable, mais bon, au bout de 5 ans de traitement Covid, quand vous êtes dans la dissidence à une place assez en vue, ben ma foi, malgré tout, on s'habitue à tout. Mais surtout, ça va me donner l'opportunité de réagir dans le seul registre qui fasse sens pour moi et qui m'apparaisse intelligent. C'est-à-dire que je ne vais pas faire pareil que le traitement que je reçois. Je vais essayer de vous donner toutes les clés de lecture de cette affaire pour que vous puissiez vous faire une opinion. Et quand je dis des clés de lecture, c'est des éléments vérifiables, documentés, vous permettant de vous orienter dans cette réalité. Je tiens juste à m'assurer au préalable, parce que le son est toujours le plus important dans l'audiovisuel, que mon son est suffisant. Est-ce que vous me voyez et que vous m'entendez? Si vous avez la gentillesse de me le confirmer. Et dès que j'aurai votre confirmation, on me demande image fixe, pas de son. Bah si normalement le son n'est pas très fort, ok, bah merci de l'indication. Je vais forcer un peu dans les mesures. Voilà, là normalement ça devrait augmenter. Est-ce que c'est suffisant ici et maintenant? Ça, je n'aurai pas non plus à m'époumoner. Super, génial, un très très grand merci. Donc c'est évidemment une situation un peu particulière, donc ça va être une émission spéciale. Et puis en même temps, de toute manière, ça me permettra d'aborder des sujets que je m'étais promis d'aborder un jour et d'entrer dans cette pédagogie que je vous indique. En commençant peut-être par vous rappeler l'émission que j'ai eue il y a une semaine, ici même, avec Sylvain Laforêt, qui était vraiment une émission extrêmement intéressante parce que nous ne sommes pas d'accord dans nos analyses. Et je rappelle que lorsque je dis nous ne sommes pas d'accord, ça veut dire qu'en définitive, nous ne privilégions pas les mêmes hypothèses par rapport à une même réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a absolument aucune raison au monde de se fâcher ou d'être désagréable entre nous. J'ai énormément de respect pour Sylvain Laforêt, je crois qu'il m'apprécie bien aussi. Et donc on a vraiment pu avoir un dialogue pendant 2 heures en confrontant nos points de vue, et c'est comme cela que les choses devraient pouvoir se dérouler. Et d'ailleurs, les réactions, pour l'essentiel, dans le fil de commentaires, étaient positives. Certains disaient « Ouais, Sylvain a rien compris », d'autres disaient « C'est vous qui n'avez rien compris », mais bon, ça c'est normal. Mais on voit bien cette logique de l'importance de penser par hypothèse et de ne pas partir du principe qu'il y en a un des deux qui a raison, l'autre tort, et que donc ce qui compte, c'est que celui qui a raison arrive à convaincre celui qui a tort. Parce qu'accessoirement, c'est une réalité neuropsychologique dans la vie. J'ai écrit un chapitre d'un livre à ce sujet. La meilleure manière de braquer quelqu'un, c'est d'essayer de le convaincre. Donc ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, dans certains commentaires, il y a eu effectivement des gens qui m'ont dit « Mais bon sang, Sylvain vous a expliqué 3 fois et vous n'avez rien entendu, vous n'avez pas voulu entendre. » Oui, mais s'il suffit que quelqu'un dise 3 fois quelque chose à quelqu'un d'autre pour que ce quelqu'un d'autre accepte sans condition l'argument avancé, bah ça marche pas tout à fait comme ça non plus. On est bien d'accord. Ou alors, moi, je vais vous répéter 3 fois les choses et puis vous serez tous d'accord avec moi. Et puis le fait que je ne dise pas instantanément « Bah ok, tu as raison, je suis d'accord », ne veut pas dire que je ne vais pas penser aux choses qu'il m'a dites. Et en l'occurrence, je trouve que Sylvain Laforêt est très argumenté dans sa défense du bilan de Trump. Il a l'air très sûr de ses hypothèses sur certains éléments qui, moi, me semblent plus problématiques. Par exemple, sur Trump à Gaza, lui est convaincu que Trump aimerait mettre fin au génocide à Gaza, mais qu'il ne peut pas parce que le poids du lobby juif à Washington et aux États-Unis est trop lourd, donc il est obligé de laisser faire. En ce qui me concerne, il y a d'autres hypothèses. Il y a celle notamment qu'il serait victime d'un chantage de la part d'Israël.
Vous vous souviendrez peut-être que Medvedev, l'ancien président russe, vient de poster sur X « Ne vous imaginez pas que ce qu'a Israël sur Trump et lui permet de le faire chanter, Israël soit les seuls à l'avoir. » Alors, est-ce que c'est une intox? C'est tout à fait possible. Est-ce que c'est véridique? On ne sait pas. Mais en ce qui me concerne, donc, j'ai d'autres hypothèses par rapport à la posture de Trump. Et puis la troisième, ça serait qu'il soit, malgré des bons côtés, un sioniste pur et dur, qui au fond a envie de chasser les Palestiniens de cette terre et de faire un grand complexe style New Jersey ou Floride sur la bande de Gaza. Et donc, en ce qui me concerne, à ce stade, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. C'est-à-dire qu'il y a des hypothèses qui sont dans la balance. Et de toute manière, je me permets de le redire. On va faire une toute petite introduction par rapport à ça. Nous ne pouvons jamais être sûrs à 100% de quoi que ce soit. Il y a au moins 260 biais cognitifs qui sont répertoriés. Et quel que soit le sujet sur lequel vous réfléchissiez, vous avez au moins quelques biais cognitifs qui sont actifs. Donc le mieux auquel on puisse prétendre, c'est d'avoir une compréhension raisonnablement juste et pas trop à côté de la plaque. Mais toujours approximative. Et au fond, ce que je vois avec les débats en cours, et notamment le fait que tout se radicalise tellement, c'est à quel point il manque d'une hygiène de la pensée et d'une méthodologie de la pensée. Les gens aiment bien se camper sur des opinions, mais la réalité se fiche de nos opinions. Si vous avez l'opinion que quelque chose est faux et que c'est vrai, ça n'empêche pas d'être vrai. Et si c'est le contraire, même chose. Donc au fond, ce n'est pas les opinions qui sont importantes. C'est comment on peut confronter nos points de vue pour essayer d'enrichir. Et donc, la vraie maturité, c'est est-ce que je suis capable de changer d'opinion si j'ai des éléments qui viennent contredire ma vision des choses. Sylvain Laforêt m'a posé cette question. Monsieur Cham, vous insistez beaucoup sur la franc-maçonnerie de Michel Maffezoli. J'y viendrai, je n'esquiverai pas cette question au cours de cette émission. Maintenant, si vous pouvez arrêter d'intervenir toutes les 10 secondes à ce sujet, je vous le dis, j'aborderai toutes les questions, y compris celles qui fâchent, dans le cours de cette soirée. Donc n'ayez crainte, mais un tout petit peu de patience. Et essayez peut-être de prêter attention à ce que je suis en train d'essayer de partager avec vous, parce que tout est là. Donc, Sylvain Laforêt m'a dit « Mais est-ce que, par exemple, sur l'Holocauste, tu serais prêt à réviser tes opinions si on t'amenait des éléments probants ?» J'ai dit « Oui, pour autant que ça ne change pas un certain nombre que je sais et qui me paraissent indiscutables. » Mais j'ai oublié de lui demander « Et toi, s'il apparaît qu'un certain nombre de choses que tu te dis sur Trump, il y a des éléments qui les contredisent, tu serais prêt de changer tes opinions ?» Et vous voyez, la vérité n'existe pas pour un anthropologue. Bien sûr, si vous assistez à un accident en bas de chez vous, vous ne pourrez pas dire « Ah ben, c'était peut-être pas un accident, il n'y a pas de vérité absolue ». Bien sûr qu'il y a eu un accident. Mais on sait tous, si 10 personnes voient le même accident et le décrivent, vous aurez 10 versions différentes et passablement différentes. Donc lequel des 10 a raison? Vous voyez, prudence. Personne ne détient la vérité absolue. L'avantage des hypothèses, c'est qu'on n'est pas agressé par les contre-arguments ou les objections. Moi, je le dis souvent, je suis en demande perpétuelle de contre-arguments. Notamment, Sylvain Laforêt, je trouve, a des très très bons arguments pour être convaincu que le bilan de Trump à 7 mois est excellent. Moi, je vois Gaza, je vois Epstein, je ne suis pas du tout convaincu de ça. Mais quand il montre le retrait de l'OMS, la fin de l'arnaque climatique, le fait de remettre les pendules à l'heure dans un ensemble de choses, de mettre en difficulté l'Union européenne, le travail de Robert Kennedy à la santé, il a raison. Il y a énormément d'éléments probants dans le bilan de Trump. Maintenant, moi, je continue à dire qu'il y a également des éléments problématiques. Donc, je me permets de le redire, parce que tout est vraiment essentiel. La science et la religion s'opposent. Le propre de la science et de la démarche de pensée, c'est que vous doutez tout le temps. Vous n'arrivez jamais à une certitude définitive. Tout peut être mis en question. C'est ce qu'on appelle la réfutabilité. Il faut continuer à douter tout le temps.
La religion, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on adhère à quelque chose qui est présenté comme une vérité, et c'est cette adhésion qui va générer de l'expérience. Donc c'est tout à fait valide dans le domaine religieux d'avoir des dogmes. Très, 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 très valide. Vous acceptez un dogme, vous ne remettez pas en question que Jésus est le Fils de Dieu si vous êtes chrétien, et en acceptant cette vérité, vous voyez où ça vous conduit. Mais un scientifique, il ne peut pas être dans ce genre de logique, ou un penseur. Et donc, je me permets de le dire, nous avons besoin, pour être dans un vrai processus de pensée, d'être dans une approche non religieuse de la réalité. Or, la partisanerie s'approche de la religiosité. C'est là où je parle parfois de dérive sectaire. Alors, ce que je veux dire par là, j'ai un inconvénient, c'est que j'utilise les mots dans leur sens réel. Le sectarisme, c'est quoi? Ça vient de secare en latin, c'est couper. Découper, séparer, opposer eux et nous. Et si vous n'êtes pas avec nous et si vous ne pensez pas comme nous, c'est que vous êtes contre nous. Et ça, c'est un drame. Vous voyez, parce qu'on entre dans des logiques d'exclusion alors que le dialogue inclut l'ouverture d'esprit et le fait, non pas de chercher à convaincre l'autre, mais de se présenter mutuellement des arguments, dire pourquoi cette hypothèse ou telle autre nous paraît la plus vraisemblable, et ça implique comme règle le respect de son interlocuteur, de sa liberté de pensée et d'opinion. À la fin de l'émission avec Sylvain Laforêt, je n'avais pas l'intention qu'il ait renoncé à ses opinions. Je voulais juste avoir eu le temps de les entendre et avoir eu le temps de partager avec lui les miennes, et le cas échéant, de pouvoir vivre un désaccord. Il n'y a absolument aucun problème à avoir un désaccord, au contraire. C'est tout à fait essentiel de pouvoir être dans ce qu'un autre de mes maîtres à penser, Gilbert Durand, appelait une harmonie conflictuelle. Oui, on est parfois en désaccord d'intérêt, d'interprétation, de désir, d'opinion, mais on reste en harmonie, l'un n'empêche pas l'autre. Alors évidemment que ce préambule, je le fais parce qu'il est important, et vraiment, je vous invite à prendre le temps de le laisser résonner en vous. Toutefois, ce soir, je vais aborder le sujet des attaques qui me visent, mais surtout de la logique qui les fonde. En ce qui me concerne, j'ai une règle personnelle, c'est que je n'attaque jamais personne. Je n'ai jamais attaqué M. Alexis Cossette-Truel, je n'ai jamais attaqué personne d'autre, sauf les gens du camp adverse. Oui, j'ai attaqué Olivier Véran, j'attaque Emmanuel Macron et j'attaque les crapules et les gredins. Mais de notre camp, je n'ai jamais attaqué personne. Par contre, quand moi on m'attaque, je ne laisse pas passer, sauf si c'est insignifiant. Bien sûr, si le troll X me dit « t'es un gros con », je ne vais pas faire une émission là-dessus. On voit ça tous les jours. Par contre, quand il y a quelque chose de significatif dans l'attaque, à ce moment-là, déjà, je ne me laisse pas faire, mais surtout, moi, mon arme, c'est de montrer, c'est de décrire. Parce qu'en fait, les attaques peuvent être franches ou pas franches, ça peut être des critiques franches, et à ce moment-là, je les accepte, mais si c'est malsain, tordu ou injuste, à ce moment-là, elles craignent toujours d'être exposées au grand jour. Alors, quand on est exposé, comme c'est mon cas depuis 5 ans, les attaques sont habituelles. Il y en a tout le temps. Il y a des pics ponctuels. Des fois, quelqu'un vous prend en grippe pour toutes sortes de raisons. Peut-être vous avez dit quelque chose de maladroit. Peut-être juste que votre tête ne vous revient pas et il se sent obligé de vous agresser. Bon, il n'y a pas de souci. Parfois, il y a des coïncidences. C'est-à-dire que tout d'un coup, il commence à y avoir plusieurs attaques coordonnées, mais qui ne donnent pas l'impression d'être forcément en lien les unes avec les autres. Et puis, il arrive qu'il y ait des attaques coordonnées. On sent ça avec l'instinct à la longue. Et là, dans l'immense majorité des cas, c'est parce qu'il y a un travail des officines de l'État qui cherche à noyauter la dissidence et qui entre en action avec de nouveau une action coordonnée pour taper sur 5 ou 6 fronts différents. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Il y a une grosse campagne contre moi avec 5 éléments de propagande et manipulation. Alors je vais vous demander de la patience. On va plonger dans les bas-fonds du monde actuel, parce que là on est vraiment dans les égouts de la manipulation. Il faut se souvenir que ceux à qui on a affaire, c'est ceux qui ont été prêts
à injecter de force des milliards de personnes sans le moindre égard pour les dizaines de millions de victimes que ça allait faire. C'est ceux qui couvrent les scandales pédocriminels dans les circuits d'aide à l'enfance, dans les circuits judiciaires, dans les circuits d'éducation. C'est ces gens qui sont prêts à vous envoyer mourir au front pour pouvoir faire quelques dollars de plus. Ce sont ces gens-là qui s'agitent. Et évidemment qu'on n'est pas dans des choses qui sont ni roses ni légères. Donc, ce que je vis maintenant a tous les traits d'une opération de grande envergure, et ça ne m'étonne pas, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai franchi quelques lignes rouges récemment, donc ça n'est absolument pas une surprise pour moi. La seule question qui se posait, c'est d'où est-ce que ça va venir cette fois-ci ? Il faut savoir qu'il y a tout un écosystème de surveillance, d'influence et d'opérations secrètes en ligne. Il y a d'abord Viginum. C'est une officine de l'État français, extrêmement malsainte, ça veut dire malsaine, pardon, ça veut dire malsainte aussi. Ça veut dire service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères. Et ils sont extrêmement actifs, ils nous surveillent en permanence jusque dans nos emails privés et ils ont un agenda quant à qui on attaque à quel moment, pour quelle raison, mais aussi qui on manipule pour qu'ils se mettent à attaquer quelqu'un d'autre. Il y a des logiques de boules de billard. Ensuite, il y a une autre plateforme qui s'appelle Pharos. C'est la plateforme d'harmonisation, d'analyse et de regroupement d'orientation des signalements. C'est géré par le ministère de l'Intérieur et ça signale tous les contenus illicites ou problématiques en ligne, incluant les appels à la haine, la violence, l'apologie du terrorisme ou la désinformation. Et les internautes peuvent dénoncer auprès de Pharos votre compte, le mien ou celui de quelqu'un d'autre. Ensuite, vous avez encore une autre officine qui est la DILCRA, Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Donc vous voyez, là on est au cœur de l'état profond et de la maltraitance mondiale. Et puis une cellule anti-subversion rattachée à l'état-major des armées, sachant qu'il y a dans tout ce quadrillage de réseaux que l'on croit libres et de systèmes de messagerie où l'on croit être libre de s'exprimer, des réseaux de trolls et d'influenceurs sous contrôle. Les trolls, c'est quoi ? Ce sont des robots informatiques qui vont intervenir massivement sur certains comptes ou certains sujets pour faire croire aux gens qu'il y a une tendance et que d'autres personnes réagissent d'une certaine manière pour favoriser un mimétisme. Par exemple, au tout début de la crise Covid, je l'ai montré dans un de mes livres, la Chine a investi massivement dans des campagnes de trolling pour disqualifier la réponse suédoise. Vous vous souvenez, ils n'ont pas confiné, ils n'ont pas imposé de masque. Eh bien, la Chine a mobilisé des millions et des millions de trolls en ligne pour intervenir sur tous nos comptes et faire croire que l'expérience suédoise était risquée, qu'elle était contre... Et tout ça, c'était piloté depuis le Parti communiste chinois. J'en ai donné les preuves dans mes livres, si cela vous étonne. Actuellement, Israël envoie des batteries de trolls pour noircir l'islam, pour dire « mais vous ne vous rendez pas compte à quel point l'islam est un problème pour l'Occident, s'il n'y avait pas l'islam, Israël ne serait pas obligé de se défendre, etc. etc. » Donc, il y a tout cet écosystème, mais qui, bien sûr, est en réalité extraordinairement peu efficace à faire ce qu'il est censé faire. Par exemple, Louis Sarkozy, sinistre personnage s'il en est, vient de dire au sujet de Gaza qu'ils crèvent tous, Israël fait le travail de l'humanité, vous le verrez à peu près jamais convoqué par la police pour apologie de crimes contre l'humanité ou d'un appel à la haine. Non. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à suivre Pandantag sur X, qui donne une description assez précise de Disarm, qui est donc le modèle américain repris dans tous les pays utilisé par Viginum. Nos chers amis de la chaîne ADNM l'avaient également fait, donc vous pouvez vous tourner vers eux. Ça, on est ici dans Disarm, donc vous voyez toutes les stratégies qui sont censées mettre en œuvre pour pouvoir nous faire taire, favoriser la propagande étatique, dégrader l'image de l'adversaire, ça c'est ce que je subis actuellement, déformer, rejeter, distraire, diviser, décourager, saper, etc. Bon. C'est un peu familier quand même. Ici, on est dans Viginum,
comment discréditer des leaders d'opinion, ben, je vais vous montrer tout ça ce soir. Parce que de nouveau, moi, ma force, c'est de montrer les choses. Fabien Fabio, je l'ai dit, les questions tendancieuses, je répondrai à chaque élément au cours de cette soirée. Maintenant, si vous pouvez vous calmer pour que juste prendre le temps d'écouter ce que je suis en train de vous expliquer, pour que le moment venu, vous puissiez comprendre l'élément que j'apporterai, vous serez extrêmement agréable. Donc oui, c'est une guerre cognitive et morale, et le camp d'en face utilise des outils particulièrement efficaces. Alors quand vous êtes dans une position où vous risquez d'être attaqué, il y a plusieurs cas de figure. Je l'ai souvent dit, j'ai une particularité, c'est que je n'ai pas de casserole. Vous pouvez fouiller dans tous les recoins de ma vie, de mon présent et de mon passé. Il n'y a rien de honteux, il n'y a rien de caché, il n'y a rien d'embarrassant. Pour une raison bien simple, c'est qu'en fait, j'ai compris très tôt dans la vie, et vraiment j'en suis content, que rien ne valait le fait de pouvoir avoir la conscience tranquille. Et que le grand avantage de n'avoir rien à cacher, c'est que vous n'aviez pas à vous soucier de pouvoir être pris. Donc ça peut avoir l'air bête, mais vraiment, quand j'ai quitté l'adolescence, où des fois on fait un peu rien de grave, mais les 400 coups, je me suis dit non. Hein, le grand avantage de dire la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de se souvenir de ce dont on a dit. Et c'est une des raisons qui me rend difficile pour le camp adverse, c'est qu'il n'y a pas de moyen de pression sur moi. Si vous avez des casseroles, alors on entre, fausse diapositive, dans la logique du blackmail, c'est-à-dire du chantage. On sait comment les États font du chantage, on sait comment les responsables politiques sont eux-mêmes sous chantage, et dans une des toutes dernières émissions que je vous présenterai, on fera le tour de l'historique des États-Unis qui, depuis plus d'un siècle, subit des chantages organisés par les services secrets et la CIA. Un des mentors de Trump, désolé pour Alexis Cossette, était d'ailleurs le maître d'œuvre d'un chantage pédocriminel aux États-Unis qui a duré pendant plus de 40 ans. Ça ne veut pas dire que Trump ait pris la relève, mais enfin, en tout cas, c'était son protégé. Et puis, si vous n'avez pas de casserole et qu'on ne veut pas vous soumettre à du chantage, à ce moment-là, c'est presque encore plus dangereux. Parce qu'il reste la ressource de créer des fausses accusations. On se souvient tous de comment Julian Assange a eu des fausses accusations de viol portées par des femmes qui ont été payées pour ça, qui ont conduit au fait qu'il se réfugie à l'ambassade d'Équateur, et tout ça était fake. C'était monté uniquement pour le compromettre par l'État profond américain. Tucker Carlson a évoqué récemment dans une émission le fait que depuis qu'il ose attaquer le sionisme et dire un certain nombre de choses, il a peur et par exemple il n'a plus d'ordinateur personnel à la maison. Ce qu'il dit, un des tours de la CIA, c'est de charger dans votre ordinateur personnel des tonnes de dossiers pédopornographiques et puis d'appeler la police. Et d'ailleurs, c'est des menaces qui m'ont été adressées dans des commentaires faisant suite aux propos de Cossette Trudel. De gens qui disaient « Ah, mais si on allait fouiller son ordinateur ?» Alors moi, je ne fais pas comme Tucker Carlson. J'ai un ordinateur chez moi, c'est depuis là que je travaille. Par contre, j'ai 7 systèmes de surveillance de backup en continu, dans le cloud et en physique, qui peuvent retracer de seconde en seconde l'historique de ce qu'il y a sur mon ordinateur. Ça n'est pas infaillible, parce qu'évidemment que le Mossad ou la CIA sont bien plus puissants que toutes les sécurités que je peux mettre, mais ça me donne quand même une certaine garantie, mais évidemment que j'ai anticipé. Parce que quand on va déranger ces intérêts-là, c'est typiquement le genre de manœuvre qu'ils sont capables de déclencher. Et puis, le troisième cas de figure, si vous n'avez pas de casserole, s'ils ne vous accusent pas de choses abominables que vous n'avez pas faites, il reste une troisième stratégie, qui est celle qui est utilisée contre moi actuellement, qui est de présenter du rien comme étant problématique, avec une logique du soupçon et de la répétition. Par exemple, on m'a dit « Mais pourquoi vous avez dit que les enfants avaient une sexualité ?» Je vais y venir dans quelques minutes. Je l'ai dit d'une manière parfaitement non problématique. Et si vous n'êtes pas tordu ou obsédé,
Vous voyez tout de suite comment et pourquoi c'est non problématique. Par contre, ça va donner l'opportunité à des gens comme Alexis Cossette-Trudel vient de le faire, de dire « Ah, mais vous avez écouté, monsieur Michel !» et de faire de quelque chose de non problématique quelque chose de problématique. Mais au fond, c'est une très bonne opportunité. Ça va me permettre de montrer les choses. Et en l'occurrence, je considère à ce stade que j'ai été beaucoup trop poli et modéré jusqu'à aujourd'hui par rapport à un ensemble d'attaques qui m'ont visé, que ça suffit. Cela dit, il y a également une autre perspective que je veux partager avec vous, c'est que, de toute manière, le combat dont il est question, je l'ai perdu. Je l'ai définitivement perdu. Et je le dis sans être effondré ou contrarié outre mesure. Vous savez, quand j'ai commencé mon travail avec Mark Vadman, qui est un neuroscientifique américain, je suis revenu sur une situation d'emprise que j'ai souvent décrite, où j'avais été sur le plan professionnel sous l'emprise d'un manipulateur pervers avec d'autres personnes et je n'avais rien vu. Et évidemment que je culpabilisais après en me disant « mais qu'est-ce que j'aurais dû voir, qu'est-ce que j'aurais dû faire ?» Et Marc, qui est un homme délicieux, m'a dit « mais tu sais Jean-Dominique, quand tu t'affrontes à des pervers, il y a une règle, c'est que tu perds tout le temps. Tu ne peux pas gagner. Il faudrait que tu sois aussi tordu qu'eux, ou plus pour avoir une chance de les vaincre. » Donc, ma réputation, dans le domaine qui est celui dans lequel je travaille depuis 5 ans, c'est fini. Vous allez voir comment la logique du soupçon fait que c'est irréversible. Il y a un exemple que je peux vous présenter dans la vie de Michel Maffezoli. Il a beaucoup dérangé pour un ensemble de raisons que j'aborderai, et je parlerai de la franc-maçonnerie et de l'amitié avec Matzneff, mais parce qu'il a toujours été un esprit libre, il a osé défricher des terrains nouveaux, il était indépendant de toutes les influences politiques, surtout de gauche, et à un moment donné, vous en aurez peut-être entendu parler, il a, à la demande de Mitterrand, fait passer une thèse à Elisabeth Tessier, l'astrologue, en Sorbonne. Et c'était une thèse qui ne portait pas sur l'astrologie. L'astrologie, ce n'est pas un objet scientifique. La thèse d'Elisabeth Tessier portait sur l'ambivalence des médias par rapport à l'astrologie. Parce que vous aurez observé, d'un côté, ils raffolent d'horoscopes et ils font des oro-interviews, ils demandent aux gens, vous êtes balance, ascendant, truc, muche, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a une fascination des médias pour ça, sachant que le public apprécie. Puis d'un autre côté, il y a ce discours, c'est du charlatanisme, c'est de l'escroquerie. Et donc Elisabeth Tessier a fait une thèse de sociologie sur ce sujet, avec Serge Moscovici comme président de jury, un très grand psychologue social. C'est une thèse que j'ai lue, qu'en dire, elle est ennuyeuse comme à peu près toutes les thèses de doctorat, elle est ni particulièrement bien faite, ni particulièrement mal faite, mais, et c'est ça qui importe, c'est que venant de n'importe quel étudiant qui n'aurait pas été Elisabeth Tessier, personne n'y aurait rien vu à redire. Or, parce que c'était Tessier, des scientifiques sont montés au créneau, quel scandale, on parle d'astrologie, l'astrologie est une pseudo-science, bah évidemment, enfin c'est un système symbolique, c'est très différent, mais donc on a monté toute une campagne contre Maffezoli pour dire qu'il n'aurait pas dû faire passer cette thèse qui portait sur le regard des médias sur l'astrologie, c'est-à-dire un objet sociologique indiscutable. Alors ce que je veux dire, c'est que 50 ans après, si vous allez sur Wikipédia, si vous lisez un article critique sur Maffezoli, qu'est-ce que vous aurez? Il a fait passer une thèse d'astrologie à Elisabeth Tessier. Donc vous voyez, une fois que ces mécanismes de salissage sont lancés, vous ne pouvez pas les arrêter. Et donc, j'ai perdu. J'ai perdu la bataille. Tous les trucs sur pourquoi vous avez dit que les enfants ont une sexualité et peuvent être les proies de pédophiles. Tous les trucs, vous avez osé critiquer Trump. Vous avez osé dire ceci et cela. Je ne pourrai jamais m'en dépêtrer. C'est comme une toile d'araignée. Et plus vous cherchez à vous en libérer, plus vous vous enfoncez dedans. Un autre exemple, c'est Idriss Aberkane. Il a 3 doctorats. Sur quoi s'est-il fait attaquer? Sur le fait qu'il avait menti sur ses 3 doctorats. C'est totalement faux.
il a produit ces 3 doctorats, mais rien n'y change, voyez, parce que ce ne sont pas des débats sincères. Ce ne sont pas des questionnements où on dit, bah oui, montrez-nous si vous avez vraiment 3 doctorats, puis s'il les montre, on dit, ah bah c'est bon, vous avez... Non, c'est uniquement fait pour détruire la réputation de quelqu'un. Voilà. Alors en ce qui me concerne, je tiens à utiliser cette situation pour de la pédagogie et de l'exemplarité. Comment est-ce qu'on peut être en dialogue avec Sylvain Laforêt sans être obligé de s'envoyer des horreurs comme le fait M. Cossette-Trudel, mais aussi exemplarité de comment on réagit quand on est attaqué aussi férocement et aussi injustement que c'est mon cas. Je ne vais pas jouer la victime, je reste dans l'action, mais en même temps je vais vous montrer, j'espère, comment il est possible de réagir sans haine, sans symétrie, sans tomber dans les mêmes plis que l'adversaire, mais en cherchant à avoir de la franchise et de la transparence. Alors, je sais que certains d'entre vous vont trouver que je cherche à me justifier. C'est inévitable. D'autres vont trouver que je cherche à régler des comptes avec certaines personnes et que c'est moi qui attaque les autres. C'est inévitable. Mais en l'occurrence, ça serait faux pour les 2 raisons suivantes. D'abord parce que je ne vais pas chercher à me justifier. J'ai perdu. J'ai perdu, je l'admets. Et de surcroît, il y a un phénomène humain intéressant qui est que quand vous êtes accusé à tort et que vous cherchez à vous justifier, ça continue de saper votre crédibilité. C'est quelque chose d'injuste, mais c'est comme ça. En ce qui me concerne, ce n'est pas la justification qui m'intéresse, c'est la description des mécanismes. Donc je ne vais vous montrer que des choses vérifiables en vous disant « mais vous voyez les liens qu'il y a les uns entre les autres ». Ce n'est pas me justifier. L'autre élément, c'est que, croyez-le ou non, mais je n'ai pas d'animosité personnelle. Je n'ai pas d'animosité personnelle contre Alexis Cossette-Trudel. Je n'ai pas d'animosité personnelle contre Ariane Biran. Je n'ai pas d'animosité personnelle contre qui que ce soit qui m'attaque sous quelque forme que ce soit. Je ne suis pas bouddhiste, mais je pourrais l'être. Parce que dans le bouddhisme, il y a un concept magnifique qui est celui de dire, mais au fond, tous les êtres vivants sont en souffrance. Et rien ne doit nous empêcher d'être encore capable de souhaiter du bon à ceux qui nous agressent. Donc franchement, moi je souhaite à monsieur Cossette-Trudel d'être heureux. Je souhaite à Ariane Biran d'être heureuse. Je souhaite à ces gens qui me diffament d'être heureux, mais aussi parce qu'au fond, s'ils n'étaient pas profondément malheureux quelque part, ils ne seraient pas obligés de tomber dans cette agressivité complètement dépassée. C'est pas de l'angélisme. C'est juste que si on est bien avec soi-même, satisfait de sa vie et à l'aise avec sa conscience, on ne va pas emmerder les autres et on ne va pas essayer de les détruire alors qu'on ne les connaît même pas. Voilà. Donc, il importe de bien différencier ce qui relève de la critique. Et bien sûr, vous pouvez dire, je trouve que les analyses de Jean-Dominique sont très mauvaises, je trouve qu'il n'a rien compris à ça, il est médiocre. Aucun souci. Et par rapport au chat, tous les commentaires de cette nature seront accueillis vraiment avec le plus grand respect. Par contre, si vous commencez à dire Jean-Dominique est un connard, c'est un débile, il n'a rien compris, c'est de l'opposition contrôlée, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vous bloque. Okay, je vous bloque. Parce que c'est mon espace. Et donc, allez cham, goodbye. Il vient de dire, le rire sarcastique m'interpelle depuis quelques années, et bien bloqué. Voilà, il peut dire, la manière dont vous riez m'interpelle, ok, mais c'est le 12e commentaire qu'il laisse insinuant des choses négatives les unes après les autres, bloqué. Et j'essaye vraiment de ne jamais bloquer autrement qu'à dessein, mais quand il y a de bonnes choses, il est essentiel de le faire. Alors, un autre élément que j'aimerais souligner, et on l'a beaucoup vu dans les commentaires, c'est que la plupart des gens ont peur du conflit et sont dans l'évitement du conflit. C'est naturel, c'est même presque bien d'une certaine manière. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, on n'aime pas voir des gens se bouffer le nez. Par contre, je l'ai dit dans les commentaires, il est essentiel d'avoir de la discrimination. Parce que notamment, des bisbilles entre deux personnes ne sont pas la même chose qu'une diffamation.
J'ai donné l'exemple dans l'introduction à l'émission de ce soir hier. Si votre voisin va dire à la police que vous dealez de la drogue et que vous violez des petits-enfants, vous n'aurez pas un conflit de personnalité avec votre voisin. Vous voyez ? Ça sera autre chose. Et le risque, quand on est dans l'évitement du conflit, c'est que on ne fait plus cette différence. On réagit de la même manière à tous les cas de figure. Et en ce qui me concerne, il faut avoir le courage, même si c'est désagréable, de voir les choses, d'essayer de bien comprendre ce dont il s'agit pour éviter ces espèces de réactions a priori. Je vous en donnerai des exemples, bien sûr, ce soir. Maintenant, si vous aimez trop peu le conflit et les éléments que je vais vous montrer ce soir, bien sûr, n'hésitez pas à partir ou à reprendre l'émission à un autre moment. Ne vous infligez pas quelque chose que vous ne vous sentez pas capable de supporter. Mais moi, mon travail, c'est de vous emmener dans les égouts avec des pinces à linge pour le nez, pour pas que ça soit trop malodorant, mais de nouveau pour vous garder dans la curiosité de ce dont il s'agit. Donc, mes analyses et commentaires seront respectueux des personnes concernées, mais pas de leur comportement. Des comportements peuvent être profondément condamnables. Je l'ai dit, M. Cossette-Trudel a utilisé des procédés pervers contre moi. Ça ne veut pas dire que M. Cossette-Trudel est un pervers. Je ne me permettrai pas. On peut tous avoir des comportements manipulatoires. On peut tous avoir des comportements violents, verbalement. Ça ne fait pas de nous des violents. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, il y a des comportements pervers, donc, désolé, je n'attaque pas les personnes, mais je nomme les comportements. Et cela, d'un côté, c'est mes valeurs personnelles. Je n'ai pas envie de rajouter de la haine à la haine et de la souffrance à la souffrance. Comme je vous dis, j'ai le privilège de ne pas être dans la haine. Mais il y a également un cadre légal qui est celui de la diffamation. Si je commence à dire au sujet, vous verrez qu'Ariane Biran a un rôle très particulier dans toute cette histoire. Et de nouveau, je vais tout documenter de sorte à ce qu'elle ne puisse pas m'attaquer en disant « il m'a diffamé ». Non, j'ai montré que là, il y avait Ariane Biran, là, il y a Ariane Biran, là, Ariane Biran, là, Ariane Biran. Voilà. Vous voyez, ça, c'est inattaquable. Et au fond, c'est très important qu'il y ait le garde-fou de la diffamation. Ça nous permet d'éviter de faire n'importe quoi et d'être embarqué dans n'importe quelle direction. Allez, dernier élément avant de passer dans l'analyse, c'est, je vous rappelle qu'il y a une différence entre ce qui est public et privé, et que tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux est public. Donc si vous voyez à l'écran quelque chose que vous avez posté sur un réseau social, pas de souci, c'était public, j'ai le droit de l'utiliser. Par contre, si vous m'envoyez un mail en privé, je n'ai pas le droit d'utiliser ce mail pour montrer quelque chose. Donc prenez garde parce que tout ce qu'on dit publiquement laisse des traces et c'est important quand même de ne pas s'embarrasser sur les réseaux sociaux. Dernier élément, une nouvelle fois, je me permets de le dire, c'est que ça n'est pas personnel. Ce qui m'intéresse, c'est les principes, c'est pas les personnalités. Si moi j'avais fait ce que je dénonce chez Alexis Trudel-Cossette, je demanderais qu'on m'interpelle en me disant « mais tu peux pas faire des choses comme ça ». Si c'était Louis Fouché qui avait fait ce qu'ont fait Ariane Biran ou Trudel-Cossette, je critiquerais Louis Fouché au même titre que je critiquerais les actions des personnes que je vais montrer. Voilà. Le dernier élément, c'est que bien sûr, je vais vous montrer des agissements, des actions concrètes que des gens ont fait et qui sont éminemment problématiques. Reste posée la question de savoir si c'est intentionnel ou pas. Parce que bien sûr, quelqu'un peut... alors là, il paraît qu'Alexis Cossette-Trudel m'accuse d'être l'opposition contrôlée. Bah, bien sûr. Et quoi d'autre? T'as tout compris, mon gars. Bon. Mais évidemment, quelqu'un qui va tout faire pour semer la zizanie et la division dans la résistance peut soit être instrumentalisé par le camp d'en face, c'est quand même à ça que ça sert, de noyauter les dynamiques, mais ça peut aussi être une forme de réactivité personnelle qui se déclenche et potentiellement poussé par d'autres. Et ça, il faut bien comprendre cette logique. Nous sommes actuellement tous pris dans des bulles informationnelles. À chaque fois que vous allumez un ordinateur et que vous utilisez un moteur de recherche ou un réseau social, il y a des algorithmes qui organisent ce que vous allez voir. Et puisqu'ils savent mieux que nous ce qui nous fait réagir, pour acheter quelque chose, pour détester quelqu'un, pour partir en vrille, il y a toute une stratégie d'influence invisible dont Momochi a beaucoup parlé et qui fait que quelqu'un peut devenir, par exemple, enragé contre moi
comme ça peut éventuellement être le cas d'une personne ou d'une autre, mais parce que sans le savoir, pendant un certain temps, il a été pris dans une bulle informationnelle dont la finalité est de le conduire à m'agresser. Donc voilà, tout ça, c'est des situations vraiment complexes. Et puis avec toujours ce débat, y a-t-il des vrais dissidents et des faux dissidents, une opposition contrôlée? En ce qui me concerne, j'ai toujours été très prudent par rapport à ça, du fait de ce phénomène qu'on connaît depuis la guerre d'Algérie, qui est la bleuite. Je vous rappelle en 3 mots l'opération. Les services français, pour noyauter la résistance algérienne, le FLN, ont commencé à faire courir le bruit par des agents doubles qu'il y avait une opposition contrôlée dans le FLN qui travaillait en fait pour la France. Et c'était faux. Mais il y a tellement de gens qui ont pris ça au sérieux qu'ils en sont venus à se bouffer le nez et au fond à entrer en conflit les uns avec les autres sans qu'il y ait eu d'opposition contrôlée. Donc moi tous les trucs, machin c'est de l'opposition contrôlée, bidule c'est de l'opposition contrôlée, je reste très prudent. Par contre, je m'intéresse aux faits, aux opérations et aux interprétations qu'on peut donner. Donc je ne vous apprends rien, la grosse attaque en cours vient d'Alexis Trudel-Cossette de Radio-Québec, qui est quelqu'un que je suis depuis un certain temps, vraiment par rapport à qui je n'ai pas d'animosité, et puis qui vient de sortir une attaque frontale contre moi en estropiant mon prénom au passage, en disant que je défends la sexualité des enfants, tout en accusant Trump d'être un pédophile. Il dit « Je ne suis pas anthropologue, mais... » Anthropologue, avec guillemets, je me permets de... Alors, c'est extraordinaire, parce que il dit quelque chose de faux, mais il reprend une vieille calomnie d'Ariane Biran. Donc ça, on verra. Mais à partir d'un présupposé complètement faux, qui est que j'aurais dit que Trump est pédophile. Je n'ai jamais dit ça. Et toutes les personnes qui me suivent savent que je n'ai jamais dit ça. C'est impossible, ça n'est pas comme ça que je réfléchis. Il y a actuellement, je dirais, une polarisation extrême autour de Trump, entre ceux qui disent... Voilà, il est dans une mission divine et rien ne peut l'arrêter, il a tout compris, va vaincre tous les ennemis. Et puis ceux qui disent, mais attendez, c'est quelqu'un qui est compromis au cœur de la machine. Et moi, ce que je fais, c'est que je rapporte les informations qui circulent. Et là, dans le livre de gauche, par exemple, produit par un très bon historien et journaliste anglais sur Andrew, donc qui a violé des mineurs pendant des années chez Epstein, eh bien, il apparaît, par exemple, que c'est l'affirmation de ce journaliste. Melania Trump aurait couché avec Epstein pendant 1 année avant de se mettre avec Donald, et que c'est grâce à Epstein que Melania, future Trump, a eu un visa pour les États-Unis. Alors, évidemment, si M. Cossette nous écoute, il est déjà en train de grimper au rideau. Moi, je ne dis pas que c'est vrai. C'est peut-être une intox. C'est peut-être quelque chose pour manipuler l'opinion publique. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans ce livre, cet auteur dit cela. Parce que si vous ne faites plus ce travail d'écouter différents sons de cloche et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est vrai et où, à ce moment-là, vous tombez dans la religiosité. Et puis, contrairement à ce qui est dit, j'applaudis des 2 pieds et des 2 mains les succès de Trump. Ici, à gauche, je ne sais pas si vous l'avez vu sortir aujourd'hui, c'est phénoménal. Alors là, je dis « Alléluia Trump ». Il vient de sortir un message dans lequel il dit en substance, je vous le résume, « On m'avait convaincu que les vaccins Pfizer étaient phénoménaux et protégeaient les gens, ce qui fait que j'ai accéléré le mouvement pour Warp Speed. Maintenant, il apparaît que je n'arrive pas à avoir des données sérieuses confirmant ce qu'on m'avait dit. Le CDC est en train de se déchirer et Robert Kennedy Jr. a essayé d'y voir clair. Il faut maintenant qu'on voit vraiment ce qu'il en est, parce que si on m'a menti à l'époque et que les vaccins ne protégeaient pas, il va y avoir des conséquences. » Alléluia! Bravo Trump! You're the best! Bien sûr! Bien sûr! Comment est-ce que je ne me réjouirais pas d'un truc pareil en me disant que jamais Kamala Harris n'aurait fait un truc pareil? Même chose à droite, vous voyez? Quelqu'un qui dit il est en train d'enfermer Obama et Soros. Mais je dis, j'applaudis des 2 mains.
Et d'ailleurs, bien avant les histoires actuelles, j'ai parlé de la manipulation du 6 janvier et de la prise du Capitole, du portable de Hunter Biden et le fait que le clan Biden est de mèche avec le crime organisé dans le trafic d'êtres humains, les casinos, le trafic d'armes et de drogue probablement et les biolabs. Donc vous voyez, moi j'ai aucune religion. Quand Trump fait quelque chose de bien, je suis derrière lui. Et quand il fait des choses qui sont hyper problématiques, comme interdire aux représentants de l'autorité palestinienne de venir aux Nations Unies à New York, c'est abject. Et des gens rappellent que le génocide en cours en Palestine, qui est un crime contre l'humanité, l'est tout autant par les États-Unis que par Israël. Eh bien là, non, désolé, je n'applaudis pas. Alors Sylvain dit, oui, mais Sylvain Laforest, il ne pourrait pas faire autrement à Gaza, mais je ne sais pas. L'administration Biden n'était pas aussi fanatique. Trump a donné des armes beaucoup plus puissantes que ce qu'il y avait avant. Ils ont continué à mettre un veto. Ils ont organisé la famine de la population. Donc, le fait de dire qu'il ne peut pas faire autrement, je ne suis pas sûr. Mais toujours est-il que l'action de Trump à Gaza me paraît profondément condamnable. Alors, il paraît que Trump est très religieux et très sérieux quant à son désir d'aller au ciel. Ça, pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Contrairement à la plupart des gens, je ne suis pas anti-religieux. Je trouve que la religion est une force qui contient beaucoup les appétits humains. Et puis, il aimerait beaucoup avoir le prix Nobel de la paix, comme on dit. Alors moi, je dis quand même que quelqu'un pourrait peut-être lui expliquer que commettre des crimes contre l'humanité, c'est un génocide en faveur de son meilleur allié, c'est peut-être pas la meilleure manière d'aller au ciel. Vous voyez, je considère être... Et puis Trump, il a raconté tout et n'importe quoi sur l'affaire Epstein. Les fichiers arrivent dans une semaine, ils sont sur mon bureau, nous avions des camions. Ah non, les vrais fichiers, c'est pas ces classeurs. On n'a pas d'image de prison. Si, on en a. On a des milliers de vidéos de viol d'enfants. Non, finalement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de clients. Passe ton chemin. Oh, mais pourquoi vous nous emmerdez avec ça? Tout ça n'a jamais existé. Alors on nous dit, c'est une stratégie, il faut connaître Trump. Non, mais attendez, moi quand quelqu'un s'engage en disant « vous allez voir, nous allons faire ça », puis qu'après il vous envoie chier, non. Et donc moi ce que je fais, c'est que je rapporte ce qu'on sait. Or il se trouve que les meilleurs spécialistes de Trump aux États-Unis et ses soutiens, comme le juge Napolitano, eux disent « non, il est vraiment très emmerdé avec l'affaire Epstein ». Parce que, bien sûr, son nom apparaît des centaines de fois dans les fichiers Epstein. Non pas qu'il ait violé des mineurs. Ça, franchement, à peu près personne n'y croit. Mais parce que, et alors pour ceux qui n'arrivent pas à entendre ça, on a des bandes enregistrées d'Epstein avec le journaliste Michael Wolff, où Epstein dit « j'ai été pendant 10 ans le meilleur ami de Trump. On s'appelait plusieurs fois par jour, on se voyait toutes les semaines. Ils étaient beaucoup plus proches que Maffezoli et Matzneff. » Alors ça ne veut pas dire que Trump ait fait quoi que ce soit de mal, mais la question qui se pose actuellement, c'est que savaient-ils? Et s'ils avaient vraiment cette proximité, ils ne pouvaient pas ne pas savoir qu'Epstein lui-même agressait sexuellement des mineurs. Et c'est pour ça, d'après les connaisseurs trumpistes américains, que Trump est actuellement extrêmement énervé, il se sent en danger. Là, vous voyez, quand il prend la parole, il a à sa gauche un lobbyiste sioniste, probablement du Mossad, qui était un des voisins d'Epstein. Bon. Dershowitz, cette vieille crapule qui était l'avocat d'Epstein, lui insiste, il n'y a pas de liste, il n'y a pas de Mossad, etc. Certaines personnes disent, mais peut-être qu'en fait, Trump garde les dossiers, parce que ça lui permet de faire pression sur des gens qui sont aux commandes et qui sont des crapules, et donc il ne veut pas se priver de ce moyen de pression. Et c'est tout à fait une hypothèse plausible. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais en attendant, le Wall Street Journal dit que le nom de Trump était présent à des centaines de reprises. Il l'a su, il a dit le contraire à la presse. Les services de Pam Bondi sont en train d'effacer le plus possible. Alors ça, évidemment, c'est une vieille photo, mais le fait que son nom est... Alors moi, de nouveau, c'est pas une accusation, c'est juste un constat de où on est actuellement à la réflexion. Alors bien sûr, M. Cossette sait tout mieux que tout le monde parce qu'il est voyant extra-lucide, mais les vrais connaisseurs de ces questions aux États-Unis se posent des questions. Et puis, nouvelle révélation, ça vient de tomber.
100 000 échanges de mails ont fuité entre l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak avec Jeffrey Epstein, mettant en scène la relation avec Peter Thiel de Palantir, qui est cette espèce de psychopathe qui est en train d'installer un état de surveillance avec l'accord de Trump et qui a notamment mis en œuvre toutes les opérations d'intelligence artificielle pour pouvoir génocider les Palestiniens à Gaza. Donc vous voyez, il ne suffit pas de balayer d'un revers de main en disant Jean-Dominique a traité Trump de pédophile. C'est juste débile. Je ne dis pas que M. Cossette est débile, je dis que le propos est débile. Par ailleurs, on nous dit, oui, mais Trump, dès qu'il a compris que Epstein couchait avec des mineurs, il l'a foutu dehors. Ben non. C'est une des versions. Une autre, c'est qu'ils ont été en rivalité les deux pour une propriété immobilière à Palm Beach. Trump a doublé Epstein sans lui dire. Il a raflé la mise pour 45 millions de dollars et il a vendu le bien immobilier pour 95 millions de dollars peu après un oligarque russe. Et Epstein était furieux. Et c'est ça qui a mis la fin à la relation entre Trump et Epstein. Enfin, on ne sait pas. Il y a les deux versions, mais cette deuxième est tout aussi plausible que la première. Puis récemment, donc, des survivantes d'Epstein ont dit qu'elles allaient se rassembler au Capitole le 3 septembre. Je couvrirai l'élément pour Toxin Média en disant « mais c'est pas un canular. Nous, on a été violés, on a souffert 1000 morts. » Rappelons que certaines de ces femmes ont révélé avoir été violées dès l'âge de 10 ans, 3 fois par jour. Et Trump qui vient en disant « ah, non, c'est un canular des démocrates ». Alors évidemment, M. Cossel, lui, il doute de rien, vous voyez. Trump est toujours des années-lumière en avance, rien n'est jamais laissé au hasard, sauf l'orthographe. Ne vous en faites pas, Trump est le meilleur. Et puis alors du coup, oui, il dit beaucoup de choses qui sont fausses, qui s'avèrent fausses, mais il se rattrape toujours. Donc il avait garanti qu'il n'y avait aucun risque que Trump ne soit pas élu en 2020. Puis quand Trump n'est pas élu, il dit oui, mais en fait, il a fait exprès. Puis en fait, il n'a pas perdu. Il reste au pouvoir, mais en coulisses. En fait, c'est pas Joe Biden qui a le pouvoir, c'est quand même Trump. Il avait dit, il n'y aura jamais de guerre en Ukraine. Trump a tout sécurisé. Donc, c'est ça aussi qui est difficile avec les prédictions, et j'en veux pas à monsieur Cossette Trudel de se tromper. C'est normal quand on fait des prédictions. Ce qui est plus difficile, c'est quand après on ne l'admet pas. Merci de votre calme et de votre écoute. C'est un domaine, malheureusement, qui, comme bien d'autres, s'est énormément hystérisé. Et même du côté des opposants, il y a des postures extrêmement fanatiques qui rendent difficile le fait d'avoir un discours respectueux du réel. Et notamment, on entend aussi des prises de position, les enfants n'ont pas de sexualité, ils n'ont rien à voir avec la sexualité, il ne se passe rien avant l'adolescence. Et en ce qui me concerne, je suis quand même obligé de rappeler que, anthropologiquement, ça n'est pas comme ça. Mais ce qui compte, c'est cette barrière hermétique entre la sexualité de l'adulte et la manière dont l'enfant va découvrir sa propre nature sexuée. L'attaque de Cossette est extraordinaire parce que je dis il faut qu'il y ait une inviolabilité totale entre l'univers de la sexualité adulte et des enfants et il affirme que je prétends l'inverse. Ce qui a quand même incité Marion Saint-Michel à dire attendez là, il a bien entendu ce que j'ai vu, mais surtout sur le fond, les enfants ont une sexualité ou non, on ne va pas reprendre ce truc pour une énième fois, mais ce que Cossette et tant de personnes ignorent, semble-t-il, et même Ariane Biran, qui pourtant est philosophe, elle devrait lire le dictionnaire, c'est que la sexualité, ça ne désigne pas que ce que font des adultes une fois qu'ils sont sexuellement matures, c'est ce qui découle du fait d'être sexué. Donc, un embryon est sexué, il est soit garçon, soit fille. Un petit garçon et une petite fille, ça n'est pas pareil. Donc, ça ne veut surtout pas dire qu'il faut que les enfants puissent être des proies sexuelles des adultes, mais ça veut dire qu'il n'y a pas rien avant la puberté. Oh oh, on se réveille.
Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au nom de la lutte contre la pédocriminalité, qui est évidemment une très noble cause, mais des gens se mettent à dire des choses qui sont des contresens anthropologiques. Alors, c'est très connu en anthropologie, hein. Il y a notamment un grand anthropologue français, Maurice Godelier, qui a travaillé sur l'interdit de l'inceste à travers les sociétés. Et il décrit la sexualité comme un fait social total. C'est-à-dire qu'il n'y a pas rien jusqu'à la puberté et quelque chose à la puberté. Les organes sexuels n'apparaissent pas à la puberté. Or, au fond, c'est ce qu'essaye de faire croire Ariane Biran. Les êtres sont asexués jusqu'à la puberté et là, pouf, ils ont une sexualité. Mais ça n'est pas comme ça que ça marche dans la réalité. Il y a toute une construction de l'enfant dès sa conception à la puberté, pendant laquelle il n'est pas encore sexuellement actif ou mature, mais où il va s'approprier les rôles de son genre et de la culture pour pouvoir, une fois devenu adolescent et au-delà, avoir une sexualité. C'est pourtant pas très difficile à comprendre. Et, vous voyez, j'ai posé la question à Grog très bêtement. Peut-on parler de sexualité infantile dans une perspective anthropologique en rappelant bien sûr le tabou de l'inceste et la séparation stricte entre la sexualité des adultes et le monde des enfants d'une manière qui n'implique pas la légitimation de la pédophilie? Et il dit, mais bien sûr, non seulement c'est possible, mais c'est courant. C'est comme ça que c'est. Et d'ailleurs, même le co-auteur et associé dans l'Honeste d'Ariane Biran le dit. Il n'y a pas de sexualité chez l'enfant sur le modèle de celle des adultes. Comme il n'y a pas de marche à 3 mois. Alors, j'avais pris cette comparaison, vous voyez, parce que bien sûr qu'un enfant ne marche pas avant 1 an. Maintenant, depuis sa naissance jusqu'à 1 an, il fait toutes sortes de choses qui vont lui permettre de marcher à 1 an. Et c'est ça la différence. Quand l'enfant apprend à s'asseoir, à se retourner, à se mettre... vous voyez, il est en train d'acquérir toutes les aptitudes qui lui permettront de marcher à un moment donné. Donc il n'y a absolument rien de problématique dans ce que j'ai dit, sauf que c'est un très très vilain procès d'intention d'Ariane Biran, j'y reviendrai. Et puis j'ai produit X émissions pour dire pourquoi ces programmes sont dangereux, pourquoi il faut les éviter, pour défendre les gens comme Ariane Biran, Virginie Deshao-Rojo et d'autres qui se faisaient attaquer par rapport à ça. Non, Valval, c'est pas que j'ai pas compris les propos d'Ariane Biran. C'est elle qui, je le montrerai plus loin dans l'émission, m'a fait un procès d'intention systématique par rapport à ça. En ce qui concerne le pauvre monsieur Cossette, lui après, il convoque Marion Sigaud en demandant pourquoi l'anthropologue, entre guillemets, Jean-Dominique, est-il sur la liste mondialiste onusienne concernant la sexualité des enfants, alors que je viens de vous démontrer que je ne le suis pas. J'ai combattu ces programmes toute ma vie et je me suis même fait attaquer par le planning familial dans la conférence dont M. Cossette donne un extrait parce que je lutte contre ces programmes. Puis autre élément intéressant, vous voyez, M. Cossette met toujours des guillemets à anthropologue, comme si je ne l'étais pas. L'imposteur de l'anthropologie, ça c'est ce que mes ennemis du camp d'en face avaient trouvé. Et ce qui est intéressant, c'est que j'observe que c'est toujours utilisé contre moi par des gens qui eux-mêmes ont un problème de légitimité. M. Cossette-Trudel a un doctorat en histoire des religions, pas en géopolitique. C'est pas un géopolitologue. C'est un historien des religions. C'est une très noble formation, historien des religions. C'est vraiment très très bien. Mais il n'est pas géopolitologue. Par contre, moi, il vient questionner le fait que je suis anthropologue. J'ai fait mon master en anthropologie en 1994. J'ai travaillé toute ma vie comme anthropologue. J'ai enseigné à l'université comme anthropologue. Avant 2020, personne n'a remis en question le fait que je sois anthropologue. Mais M. Cossette, lui, il met des guillemets à anthropologue. Allez, trêve de plaisanterie. Tout ça pour dire que oui, bien sûr, on peut parler de sexualité infantile, c'est pas une difficulté. L'important, c'est de rappeler l'interdit de l'inceste. C'est la seule chose qui compte. L'interdit de la sexualité entre enfants et adultes. Mais voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que dans les attaques insensées de M. Trudel, il dit « je traite Trump de pédo » alors que c'est pas vrai. Il dit que je dis
qu'on peut coucher avec des enfants alors que c'est pas vrai. Il dit que je défends les programmes de sexualisation des enfants alors que c'est pas vrai. Mais quel est le résultat? C'est que les gens qui suivent monsieur, ils me traitent de franc-maçon et pédo. Alors je suis ni franc-maçon ni pédophile. Puis alors là, les réactions, ça y va. Voilà. Sale pédo, ça s'adresse à moi. Hein. Tout ce qu'ils veulent, donc ça c'est moi aussi, c'est de pouvoir toucher les enfants. Ils minimisent l'écart. Un autre pervers de plus, qui c'est cette pourriture d'excréments humains? Je vous ai dit qu'on descendrait dans les égouts. Un autre gauchiste pédophile, ni l'un ni l'autre. Un autre pervers, il a sûrement été sur l'île d'Epstein. Pédophile lui-même. Et puis on ressort un vieil incident avec François de Simmental. J'y reviendrai plus loin dans l'émission, où on dit que je vais couper la parole parce qu'il parlait de ces sujets-là, ce qui est totalement faux. Mais voyez, on convoque des couches de soupçons. Et puis ça, M. Trudel, il remet la compresse. Donc quelqu'un pourrait-il confirmer que JDM a été marié en couple ou a eu des enfants? L'insinuation, c'est que je suis un pédophile. Hein. Alors, il se trompe complètement parce que la plupart des pédophiles sont mariés et ont des enfants. Et puis, cette gracieuseté, Radio-Québec a obtenu des photos exclusives de Jean-Dominique Michel quand il était jeune. Prière de ne pas partager. Le nombre de gens qui se marrent est peut-être un hasard, peut-être pas. Puis, vous voyez, alors, est-ce que tu es con ou corrompu? Ça, c'est comme ça que ces gens m'interpellent. Alors bon, vous doutez qu'il m'en faut plus pour me... Et là, je dis à M. Trudel, mais enfin quand même, ça c'est une insinuation nauséabonde et une attaque sur le physique. Franchement, c'est des procédés de bullying. Hein, le harcèlement pervers, c'est le type qui prend un bouc émissaire dans la cour d'école et qui demande à tous ses copains de venir l'humilier et lui foutre la honte. Et là, Trudel, il s'enfonce. C'est plus le profil psychologique François Pignon qu'il fallait souligner, la ressemblance physique vient en bonus. Alors bon, cela dit, évidemment que Jacques Viret était un homme délicieux, et puis si je me souviens bien, dans le dîner de con, c'est pas tout à fait le con qui est le con, mais enfin, ça doit échapper à monsieur. Enfin, vous voyez quand même la gravité. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens qui me défendent en me disant « mais c'est juste pas possible de dire des monstruosités pareilles ». Mais le commentaire qui m'amuse le plus, c'est celui de Steph Metz qui dit « Alexis Cossette a dû avoir sa première érection à 16 ans et n'a jamais joué au docteur avec ses copines de maternelle ou primaire. Petit rigolo sioniste ». Bon, ça, je le lui laisse, je ne suis pas dans l'invective, mais enfin, on voit vraiment le truc complètement délirant. Et donc, moi, j'ai demandé à Trudel Cossette « mais attends, ça, c'est d'une indignité sans nom ». Tu te discrédites, tu te ridiculises au lieu des gens. Puis je lui ai donné la référence de toutes les émissions que j'ai faites pour dire « mais tu ne peux pas dire des choses pareilles, sachant ce que j'ai fait ». Et voici sa réponse, qui vaut son pesant de cacahuètes. Procès d'intention, jouer sur les apparences, déformer la réalité. Pour accuser, c'est ce que vous faites avec Trump depuis des mois. Vous êtes allé très loin dans la malhonnêteté intellectuelle. Ayez au moins la décence de goûter à votre propre médecine sans vous plaindre. Waouh! D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? On lit. Ça veut dire que parce qu'il considérait que j'attaquais Trump de manière injuste, il m'a attaqué de manière injuste et diffamatoire pour me donner une leçon. C'est extraordinaire. Mais c'est complètement pervers. Parce qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais vous l'avez bien cherché, ayez au moins la décence de ne pas vous plaindre. Ça, vous voyez, c'est par exemple la réaction des conjoints violents qui battent leur conjoint ou leur conjointe. Ils disent, mais tu vas quand même pas te plaindre, tu l'as bien cherché. Vous voyez, c'est d'une perversité. Alors je ne dis pas que M. Cossette est un pervers, je dis que c'est un procédé d'une perversité extraordinaire. C'est l'agressé qui est responsable de l'agression et on ne va quand même pas questionner l'agresseur par rapport à ça. Donc merci à cette personne qui a réagi en disant « mais attendez, vous n'êtes tout de même pas à vous plaindre de mon agression alors que c'est vous qui êtes responsable ». Mais ça va beaucoup plus loin, évidemment. Parce que, alors on comprend bien hein, la logique, il y a aussi quelqu'un qui essaye de me l'expliquer. Il fait avec vous ce que vous faites avec Trump. Mais vous ne comprenez pas ou vous ne voulez pas comprendre, tout ça est puéril.
Non, ce qui est scandaleux, c'est de justifier une diffamation publique qui va déclencher des torrents de haine à mon égard parce que j'ai critiqué Trump d'une manière qui ne correspond pas à ce que Cossette a compris. Alors, maintenant, ce qui est vraiment fabuleux dans l'histoire, c'est que, évidemment que j'ai consulté mon avocat, et il m'a dit, mais ça, c'est de la diffamation caractérisée. Et là où M. Cossette-Trudel n'a pas été malin, c'est qu'il avoue dans son tweet qu'il l'a fait exprès, qu'il savait que c'était diffamatoire et mensonger, mais qu'il l'a fait quand même pour me punir. Or, en fait, la clé pour obtenir une condamnation en diffamation, c'est de montrer que l'autre personne a été de mauvaise foi. Et là, Cossette, il le dit. Oui, oui, j'ai été de mauvaise foi, parce que je voulais venger Trump. Alors, quelqu'un me demande, vous parlez de droit pénal, doit-on s'attendre à des poursuites ? Puis il y a des gens qui aimeraient bien que j'attaque ce personnage, et il dit, j'aimerais tellement qu'Alexis se retrouve devant un juge et lui explique, vous comprenez, c'est normal que je le traite de pédophile, il a critiqué Trump. Alors non, je ne vais pas attaquer Cossette-Trudel. Franchement, j'ai mieux à faire. Moi, je préfère montrer, voyez ? Je montre la réalité des choses. Après, je vous dis, j'ai perdu cette bataille. Je vais me faire agresser par des trolls qui vont me traiter de pédophile pendant des années si je reste sur le terrain où je suis. C'est pour ça que je prends ma retraite. Je vous l'expliquerai à la fin de l'émission. Parce qu'on ne peut pas lutter par rapport à ce genre de choses. Mais voilà, je ne vais pas perdre mon temps à m'emmerder avec ce type. Une autre remarque intéressante, type qui, parlant de moi, dit « Ah, ça sonne comme un homme bêta, hein, sans défense. Être insulté, tu sonnes comme une femme. » Viens me le dire en face, mon gars, que je suis un homme bêta et que je sonne comme une femme. Tu vas voir comment ça va se passer. Désolé, mesdames, pour ce moment de stupidité masculine de circonstance. Enfin, voilà, c'est ça la réalité. Et donc, moi, je fais des émissions et je montre la réalité du côté complètement indigne, délirant et inacceptable de ces comportements. Et là, vous voyez, avec le cas Maffezoli, tu n'as pas eu les yeux ouverts. Ok, on rajoute d'autres couches. Et oui, parce qu'actuellement, donc, il y a ces attaques sur le fait que je serais un défenseur de la pédophilie, le fait que j'attaquerais Trump à tout bout de champ, mais aussi à travers Michel Maffezoli et son épouse, donc je ne vais pas esquiver la question non plus. Alors, Cossette-Trudel, hier, m'a consacré 20 minutes, donc je suis très honoré, c'est au moins autant que Trump, je suis aussi important à ses yeux que Trump. Il a dit que j'étais un ami du pédophile Matzneff, c'est faux. Il a dit que je suis l'ami de Maffezoli, qui lui était l'ami de Matzneff, c'est vrai, tout comme Trump était l'ami d'Epstein. Mais enfin, au moins, Cossette-Trudel corrige cette erreur, c'est peu par rapport à la gravité. Et puis, donc maintenant, il me met en cause à travers Maffezoli, mais enfin, il était quand même très content d'accueillir Maffezoli sur son antenne en 2023. Et Maffezoli étant très intelligent et plein de ressources, évidemment que c'était plutôt une bonne chose pour Cossette-Trudel. Alors, bonne nouvelle, dans son dernier live, il fait l'hypothèse que je fais partie de l'opposition contrôlée, mais plus d'être un pédophile. Bon, je ne suis plus un pédophile, que tout le monde se le dise. Enfin, ça ne va pas empêcher les campagnes de trolls de me suivre. Alors évidemment, si c'était juste une bisbille entre Alexis Cossette-Trudel et moi, franchement, ça ne vaudrait même pas la peine d'y suivre. Mais ça va beaucoup plus loin. Et c'est là où les gens réagissent mal, vous voyez. Ils disent toujours « Ah, c'est une querelle d'ego, c'est la cour d'école, on s'en fout de vos chamailleries, c'est lui qui a commencé, mais laissez tomber, vous valez mieux que ça. » Oui, mais non, c'est pas ça, vous voyez. Ça, c'est quand il y a du bullying dans une cour d'école et que la personne qui subit le bullying ou un ami va voir le responsable et que le responsable dit « Oh, mais débrouillez-vous entre vous, faites la paix. » Hein, arrêtez de vous chamailler. Non, c'est du bullying. C'est pour ça que je dis que cette émission, elle est pédagogique. Il faut qu'on nomme la réalité de ces processus. Et puis Isabelle Duchâteau, très vaillante, résistante belge, que je salue si elle nous écoute, fondatrice de À notre bon droit avec d'autres, elle dit « Je regarde cette nouvelle scène avec tristesse, mais sans étonnement. Encore une. » Oui, parce que vous verrez, il y en a eu d'autres avant, pas différentes de la précédente. Nous observons les lignes de fracture se multiplier, pas entre les éveillés et les endormis, mais entre ceux qui prétendent résister. Qu'on s'en rappelle, les pires purges ne viennent pas toujours d'en face. Ce n'est pas un conflit d'ego, c'est une bataille dans la bataille entre ceux qui veulent comprendre et ceux qui se profilent. Et oui,
Quelle surprise! Alexis Cossette, qui s'adresse à Jean-Dominique Michel, en utilisant un tweet indigent illustré par un bouquin d'Ariane Biran, laquelle avait lancé une campagne de dénigrement de M. Michel sur une déformation de sa pensée. C'est exactement ça, et je vais vous emmener là-dedans. Alors pourquoi Alexis Trudel-Cossette? Je pense qu'il est tellement polarisé que c'est assez facile de le faire réagir. Il suffit d'agiter un chiffon noir ou rouge sous son nez disant Jean-Dominique critique Trump et vous avez voyez, un boulet de canon prêt à jaillir de son orifice. Et moi, je pense qu'il est manipulé. Je pense très clairement qu'il a été manipulé. Je ne crois pas qu'il n'a le recul et la compréhension pour s'en rendre compte. Mais donc, il répète une attaque qui m'est déjà venue de différentes manières, sous différentes formes. Alors, je vais revenir maintenant, autre volet, sur la question du Conseil scientifique indépendant. Vous vous souvenez, ça a été cette extraordinaire aventure intellectuelle qui a invité énormément de penseurs de qualité, dont Michel Maffezoli, dont Ariane Biran, dont Marie-Estelle Dupont, dont énormément de personnes de très très haut niveau, et qui a vraiment généré un mouvement en faveur de la critique des politiques sanitaires, et avec une équipe extraordinairement soudée. Je sais, j'en ai été, chacun avait sa place. Olivier Soulier était évidemment une des figures centrales de cette affaire. Et là, je suis obligé de vous raconter cette histoire. C'est une triste histoire. Mais le point de départ, je vous demande de comprendre que le CSI ne pouvait pas être une cible pour le camp d'en face. Parce que nous avions acquis tellement de soutien, d'audience, rallié tellement de personnalités remarquables et intelligentes. Et d'ailleurs, c'est autour de la 100e du CSI à Saintes que les attaques ont commencé, et notamment parce que des personnes extérieures ont commencé à intervenir pour semer la zizanie à l'intérieur du CSI. Alors, on connaît une partie de l'histoire, je ne vais pas m'appesantir. Dans tout groupe humain, il y a des tensions, c'est normal, mais la situation a été la suivante. Au bout d'un certain nombre de mois d'activité, on s'est posé la question de comment continuer. La question s'est polarisée assez rapidement autour de la figure d'Olivier Soulier, qui était un type adorable, très précieux pour le CSI, mais qui avait une particularité, c'est que ce n'était pas un scientifique. Alors déjà, les médecins ne sont pas des scientifiques, donc ce n'est pas une critique, mais en plus, c'est quelqu'un de très créatif, de très imaginatif, avec beaucoup d'humour. Et au fond, il ajoutait dans le CSI une touche un peu café du commerce, mais dans le meilleur sens du terme, avec des blagues, avec de l'humour, avec des liens, mais qui a conduit certains membres du CSI à trouver que dans un CSI, ça faisait un peu apéritif après le CSI. Alors, il y a eu une discussion autour de ça, courtoise, respectueuse, et en fait, je vous le dis, j'y étais. Le CSI a proposé à Olivier Soulier d'ouvrir une nouvelle émission qui serait complémentaire au Conseil scientifique indépendant, qui serait une émission de discussion et de débat beaucoup plus libre, beaucoup plus chaleureuse, style un peu talk show ou café liberté, vous voyez. Et c'était une excellente idée. Et Olivier aurait été excellent dans ce rôle-là. Et c'est là où la manipulation a commencé. Je vous le dis, j'ai été très proche d'Olivier Soulier pendant sa dernière année de vie. Et je ne vais pas vous raconter que j'étais son meilleur ami. Ce n'était pas vrai. D'autres personnes avaient une relation avec lui depuis beaucoup plus longtemps, comme Éric Menat. Ils étaient amis depuis plus de 20 ans, mais j'ai été très proche d'Olivier. Il avait confiance en moi et j'ai vu les choses arriver. C'est-à-dire que de cette situation que je vous décris, certaines personnes ont commencé à influencer Olivier alors que c'était vraiment un accord intelligent pour lui dire « Non, mais ça va pas du tout, c'est pas respectueux, il faut pas que tu te laisses faire, tu peux pas te laisser traiter comme ça. »
Et Olivier, qui était quelqu'un d'assez nerveux, ceux qui l'ont connu, il tremblait un peu. Je sais pas, c'était un début de Parkinson, il avait déjà eu des antécédents cardiaques, c'était quelqu'un de très sensible, dyslexique, il avait ce léger problème de coordination en société. Ce n'est pas une critique, c'est une caractéristique. Et donc, j'en ai parlé avec lui parce que j'ai vu comment il commençait à se crisper autour de cette question, influencé par d'autres. Et moi, je lui ai dit, mais laisse tomber. Que tu choisisses de faire ce café CSI ou pas, de toute manière, tu as plein d'aventures à vivre, les gens t'apprécient, tu as beaucoup d'audience. Donc, lâche. Il n'y a rien eu d'irrespectueux dans les discussions qu'on a eues. Moi, je te suggère de passer à autre chose. Voyez ? Et là, j'ai vu comment des personnes à l'extérieur du groupe ont tout fait pour le polariser, de sorte à ce que ça devienne extrêmement pénible pour lui, jusqu'au moment où on a appris qu'Olivier Soulier était décédé. Avec deux versions. Une, la version officielle, c'est qu'il a pris des champignons hallucinogènes en vivant une expérience chamanique, que son cœur a cédé et qu'il est mort. Et puis, il y a eu des bruits disant qu'il aurait été assassiné. Alors, je n'ai pas la réponse en mon âme et conscience. Il m'avait dit qu'il prenait de temps en temps des champignons hallucinogènes. La recherche avec les psychédéliques est très tendance aujourd'hui en médecine. Donc, contrairement à ce que veut faire croire la presse, c'est très étudié actuellement dans le domaine médical. Donc, c'est possible. Assassiné, j'ai une information d'une source que je ne peux pas livrer parce que je compromettrais la personne qui me l'a donnée, mais qui va dans ce sens. Maintenant, là encore, en toute franchise, je ne vois pas qui aurait eu intérêt à assassiner Olivier Soulier. Il n'était pas dangereux pour le pouvoir en place. Il avait été condamné 3 fois par l'ordre des médecins. Beaucoup de gens l'adoraient, mais vous voyez, ce n'était pas un danger pour le système. Christine Coton ou Alexandra Orion-Caude étaient beaucoup plus dangereuses. Je ne sais pas. Ou alors, c'était précisément pour achever de mettre le CSI en difficulté. Parce qu'après ça, évidemment que plus rien n'a été pareil. Et notamment parce que des campagnes de trolling sur Internet ont commencé à dire que c'était les membres du CSI qui étaient responsables de la mort d'Olivier Soulier. Alors encore une fois, les dernières semaines ont été tendues parce que la situation s'envenimait. Et quand ça s'envenime, vous savez ça comme moi, ça veut dire que les gens ne mettent plus d'eau dans leur vin et ça monte en symétrie. Et à la fin, il y a eu des choses malheureuses. Olivier a reçu un prix pour avoir fondé le CSI, ce qui était faux. Il n'était pas à l'origine du CSI. Il est venu très vite et il a joué un rôle important, mais il n'avait pas fondé le CSI. Mais je pense que lui, à ce moment-là, était en besoin de reconnaissance. D'autres gens ont dit, mais attendez, c'est pas vrai. Et puis bon, ça s'est envenimé d'une manière qui, évidemment, a fait monter la tension. Mais c'est pas ça qui a tué Olivier Soulier, il faut arrêter. Par contre, on a commencé, dans la continuation de l'influence qu'il avait subie, à faire croire ce genre de choses. Et avec quelle finalité ? Évidemment, de dynamiter le CSI. Et puis très vite, un conseil opérationnel et scientifique s'est mis sur pied, pour être en compétition avec le CSI. Pourquoi conseil opérationnel et scientifique ? Opérationnel, c'est de la stratégie, c'est-à-dire qu'il va faire des actions, on ne voit pas très bien lesquelles, mais aussi par hommage à Olivier Soulier. Puis des membres opérationnels du conseil opérationnel et scientifique, comme Laurence Kaiser, ont commencé à interpeller le CSI en disant « mais le CSI, il ne fait pas de la science, égarement égorique ». Donc vous voyez, vraiment un truc de rivalité, de disqualification. Alors évidemment que le conseil opérationnel et scientifique a jamais rien donné de durable, on est d'accord. Mais on voit quand même qu'il y a eu... je fais un changement de son pour ceux qui disent qu'il était trop faible. Est-ce que c'est mieux ainsi ? Il y a eu quelque chose où, si on se met dans une logique qu'il fallait
attaquer le CSI, ben, on voit moins ce qui aurait pu mieux fonctionner que ceci. Et puis, il y a également toute une autre affaire autour de la protection de l'enfance. Les programmes EVARS ont été proposés, plusieurs collectifs se sont constitués pour lutter contre ces programmes dangereux. À ce moment-là, je collaborais étroitement avec Ariane Biran, Virginia Araujo et quelques autres. Et puis, tout de suite, j'ai dit, mais c'est génial, il y a une synergie magnifique. Il y avait un degré d'expertise dans Honest avec Ariane Biran, Régis Bruno, Virginie de Araujo, fantastique. Et puis, vous aviez des collectifs très méritants comme Maman Louve et SOS Éducation. On avait de quoi faire un front uni pour arrêter la dérive. Et là, très vite, des positions intégristes sont arrivées dans Honest, consistant à disqualifier les autres. À dire SOS Éducation n'est pas légitime, Maman Louve n'est pas légitime, nous sommes les seuls vrais experts. Les enfants n'ont pas de sexualité. Et là, j'ai écrit à Ariane Biran et Virginie de Araujo en disant « Je ne peux pas vous laisser dire ça. Ce sur quoi il faut insister, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'interaction jamais à aucun prix entre des adultes et des enfants. » Et là, les choses ont dérapé d'une manière vraiment que je vais détailler. Libre à vous de penser que c'est une attaque personnelle, moi je montre les choses. Il faut savoir déjà que Ariane Biran s'est présentée comme étant la grande spécialiste des programmes EVARS, du travail de Judith Reisman aux États-Unis, d'Alfred Kinsey, mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. La personne qui a découvert ça et qui a fait connaître ces réalités en France, y compris Ariane Biran, c'est Marion Sigaud, l'historienne, et voilà ce qu'elle dit du rôle qu'elle a joué. Il est bien évident, toute la vérité sur Kinsey, qui était vraiment, en France, c'était une connaissance tout à fait marginale. Enfin, il y avait des gens qui savaient pour Kinsey, mais c'était absolument marginal. Maintenant, de plus en plus de gens sont au courant de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, de ce qui se trame. Et c'est mon combat d'avoir introduit ça en France, hein, c'est clair et net. Même s'il y a des gens qui ont plaisir à essayer de se l'approprier, c'est quand même mon travail. Et que je n'en tire pas de gloire, ben, c'est peut-être aussi ça qui me protège également. D'accord, que dit-elle? C'est moi qui ai amené ça en France, d'autres se le sont appropriés, et si je fais profil bas, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas d'ennui. On a bien entendu ce que dit Marion Sigaud. Marion Sigaud, elle est l'auteure de plusieurs livres. C'est elle qui a écrit sur les droits sexuels. Elle qui a connu intimement Judith Reisman. Et là, c'est amusant que Cossette mette Biran et Sigaud, parce que Sigaud, elle n'est pas très à l'aise avec la collaboration qu'elle a eue avec Biran. Voilà ce qu'elle a mis, vous pouvez voir, c'est sur sa chaîne YouTube. Ariane Biran, en qui j'avais une confiance totale jusqu'au jour de la mort de Judith Reisman, a frappé, je vous préviens, elle déforme la réalité de ce qui s'est passé, il y a des gens qui dénaturent, censurent ou nient mon travail, et donc d'autres sont en train de s'approprier indûment ce que j'ai fait. Et quelqu'un, bien sûr, lui dit, comme d'habitude, avec tout le respect que je vous dois, c'est des batailles d'ego, ça dessert la cause, reprenez-vous et ne tombez pas dans ces illusions et batailles d'ego. Et Marion Sigaud, elle répond comme moi, je rectifie des contre-vérités et je ne vois pas à quel titre je devrais les laisser passer. Donc on a une Ariane Biran qui reprend le travail de Judith Reisman, le déforme pour se l'approprier et qui, à partir de ce moment-là, disqualifie tous ceux qui travaillent pour essayer de mettre en échec les programmes EVARS en disant « il n'y a que moi qui suis légitime dans cette affaire ». Alors moi, je vous l'ai dit, je leur ai écrit personnellement. Ensuite, je leur ai envoyé un message détaillé en disant pourquoi j'allais dire que le fait de prétendre que les enfants n'ont pas de sexualité me paraissait faux, mais que bien sûr, l'inviolabilité de la barrière entre enfants et adultes, je leur ai dit je le fais par prévenance. Pour ne pas vous embarrasser, il n'y aura rien d'agressif envers vous. Et à partir de là, ça a été la curée. C'est-à-dire qu'Ariane Biran m'a attaqué sauvagement
Par exemple, elle dit il nous a accusés de dérive sectaire, d'extrémisme, parce que je dis que l'enfant n'a pas de sexualité. Ce qui est un renversement. Le problème, ce n'est pas qu'Ariane Biran dise que les enfants n'ont pas de sexualité, c'est qu'elle prétende que le fait que je le dise de manière totalement défendable et inattaquable implique le fait que je fasse le jeu des pédophiles. Et même chose, regardez les commentaires que ça a généré. J'ai arrêté de suivre Jean-Dominique, il est pro-Hamas, c'est un faux résistant, en tant que maman je suis très inquiète, les masques tombent, je n'en reviens pas, il a des cernes autour des yeux, c'est un opportuniste. Ok ? Alors j'ai fait des émissions pour expliciter très clairement la réalité du différent. Moi de nouveau, la clarté est ma réponse. Et puis je rappelle que SOS Éducation et Maman Louvre se sont fait assassiner par des hordes de trolls et de suiveurs de l'honnête. Demandez-leur. C'est extraordinaire le degré de diffamation, de sauvagerie des attaques qu'elles ont subies. Pierrick Thévenon, je te salue si tu es à l'antenne. Ça a complètement dynamité. Et franchement, Dieu sait si les Maman Louvre et SOS Éducation ont fait un travail admirable. Et vous voyez Maman Louvre qui dit « Nous n'étalerons pas la somme des attaques et volontés de nuire, ni ici ni ailleurs, parce qu'elle est absolument phénoménale. » Et vous voyez, ce qui m'a vraiment navré, c'est que moi j'avais dit à Virginie et Ariane d'emblée, dont je respecte énormément le travail, elles font du travail de grande qualité, et je leur avais dit d'emblée « Attention, si vous jouez la division, ça va dynamiter la protection des enfants, alors que si on tire tous à la même corde, vous serez mis à l'honneur parce que vous êtes d'excellentes expertes. » Et j'ai eu la même impression que dans la crise Covid, c'est d'avoir vu le désastre se profiler, d'avoir alerté en disant « mais évitons ça à tout prix », mais qu'au fond, leur vraie intention, consciente ou inconsciente, c'était d'assurer qu'il y ait le désastre, pas de l'empêcher. C'est en tout cas l'hypothèse très désagréable qui m'habite à ce stade. Alors bien sûr, il y a eu des suiveurs et des trolls extraordinairement violents, donc là c'est un petit échange. Vous voyez, pour ces questions délicates, je fais confiance à l'honnête, c'est les seuls qui savent ce dont ils parlent. Puis moi j'ai dit, je connais ce mouvement et ses suiveurs dogmatiques et intolérants comme vous, on peut préférer l'intelligence éclairée. Donc la personne me dit, les informations délivrées par Honest pour vous sont dogmatiques et intolérantes? Non. Lisez ce que j'ai écrit. J'ai dit qu'il y avait des bataillons de trolls qui tiraient sur tout ce qui bouge dans la suite de l'Honest. Et ça, c'est une vérité. Et d'ailleurs, Laurence Kaiser, qui était vice-présidente, regardez ce qu'elle disait à un certain moment. Au sujet de la présence de Michel Maffezoli sur certains plateaux, on va y arriver. Il dit celui qui m'a tant attaqué ainsi que l'Honest, tout en prétendant que les enfants ont une sexualité et qu'ils sont sensuels, à savoir Jean-Dominique Michel, pour ne pas le citer. Pour ne pas le citer, vous voyez, ça c'est dénégation. Et Louis Fouché, dont on aimerait bien connaître les conflits d'intérêts. Donc ça, c'est la réalité. Il y a eu des salves d'attaques virulentes contre Maman Louvre et SOS Éducation, du trolling, et puis des attaques contre Marie-Estelle Dupont, etc., etc. Et puis derrière tout ça, il y avait encore autre chose. C'est que derrière Ariane Biran et l'Honest, il y a encore un autre groupe Xénaton, dont j'ai décodé l'influence très tôt, vous voyez, en juin 2024. Je ne voulais pas semer la division, mais ce que je voyais était tellement grave que je ne voyais pas. Alors, Xénaton a participé à la fondation du Conseil opérationnel et scientifique, l'image de gauche. Je ne sais pas ce que vous inspire cette image. Moi, je trouve qu'elle n'est pas très, comment dirais-je, positive. Et puis, toute la lutte de Xénaton, c'était contre l'opposition en carton fabriqué et contrôlé. Vous voyez, pour Xénaton, le sophiste, une race loin d'être en voie d'extinction, sa chasse devrait être encouragée, tant dans le camp de l'oppresseur que dans la fausse dissidence. Ça, pour moi, c'est une officine de l'État. Je n'ai pas de preuves, mais vous voyez, c'est tellement toxique. Tous ceux qui ne pensent pas comme vous sont des sophistes, c'est une race qui n'est malheureusement pas éteinte et il faut la chasser.
Donc, j'ai fait des émissions, parce qu'il y avait des personnes impliquées là-dedans de notre camp, en disant, mais vous vous rendez compte de ce dont il parle? Et en plus, dans ses publications, il dit, on vous a épié à votre insu pendant 6 mois, c'était un test de probité pour vérifier que vous étiez bien, vous, les vrais résistants, et pas comme l'opposition en carton. Donc vraiment un discours, mais complètement délirant et paranoïaque. Vous êtes l'atout des forces de lumière, nous allons réussir, enfin un truc, mais vraiment absolument invraisemblable. Voilà le credo de Xénaton. Nous bloquons tous ceux avec qui nous avons des désaccords ou parce que nous savons par information publique ou privée qu'ils appartiennent à l'opposition fabriquée ou contrôlée. Et évidemment que dès lors que moi j'ai révélé ça, en interpellant ceux qui en faisaient partie, en disant « Mais attendez, vous adhérez vraiment à un truc pareil ?» je suis devenu une cible majeure. Ils ont attaqué Christian Perron, ils ont attaqué Didier Raoult, et donc j'ai demandé aux gens « Mais attendez, est-ce que vous soutenez les accusations délirantes que ces gens sont en train de porter contre nous ?» Tout en niant, bien sûr, que Xénaton ait eu quoi que ce soit à voir avec Laurence Kayser et la création du Conseil opérationnel et scientifique. Mais ils étaient au cœur contre l'attaque de tous les dissidents qui ont eu un rôle important en termes de poids. Et on a vu des campagnes de diffamation se mettre en œuvre contre Alexandra Henrion-Caude, Luc Montagnier traîné dans la boue dans une vidéo, Didier Raoult, attaqué obsessionnellement par un type qui vit en Corse, mais obsessionnellement. Michel Maffezoli, Hélène Stroll, Vincent Pavant, Luc Montagnier, j'ai déjà dit, Louis Fouché, traité de pervers narcissique par les trolls de Xénaton. Pervers narcissique. Louis Fouché, pervers narcissique. Oh! Et toute cette officine a bavé avec des moyens phénoménaux sur ces gens pendant des mois et des mois et des mois. Vous voyez, observez ces traîtres imposés par la puissance médiatique. Jean-Dominique Mongol, ingérence depuis la Suisse. Et puis alors, avec des questions qui peuvent être vraies. Amin Ulmlil, il est très remonté contre Didier Raoult en disant « mais il faut qu'il se justifie du fait d'avoir encouragé les soignants à se faire vacciner ». Ben oui, pourquoi pas, moi j'ai pas de tabou. Mais après, vous avez un type obsessionnel qui a envoyé... Moi, j'ai fini par le bloquer parce que chaque publication que je faisais, il disait « Ouais, Raoult est un traître avec Biomérieux, etc. » Et ils ont fait un travail de sape continuel. Pendant ce temps-là, Ariane Biran faisait paraître dans l'Antipresse. J'en suis malheureux parce que l'Antipresse est un remarquable magazine. Slobodan Despot est quelqu'un de génial. Mais un truc, là encore, c'est du venin. Tout un article sur l'opposition contrôlée ou le syndicat jaune. De quoi s'agit-il? C'est un phénomène réel. Vous connaissez Ariane, elle écrit des articles de très grande qualité. Si on prend par exemple l'opposition politique en France aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition. Le Rassemblement national n'est pas de l'opposition. Il ne faut pas se foutre de la gueule des gens. Donc ce que dit Ariane, c'est que le pouvoir favorise des groupes pour faire croire qu'il y a une opposition. Ça, c'est vrai. Mais là où c'est tordu, c'est qu'avec cet article, Ariane justifiait le fait qu'elle attaque tous les collectifs de la résistance en disant « Vous voyez, c'est des syndicats jaunes ». Et là, il y a eu vraiment quelque chose de lamentable. Et effectivement, je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'en suis où j'en suis aujourd'hui, c'est qu'il ne m'est pas pardonné, c'est Salamandre qui commande ça, d'avoir dévoilé le poteau rose concernant le mouvement de délation généralisée lancé par Xénaton et Ariane Biran avec son histoire de syndicat jaune. Alors, je suis désolé, c'est pas très reluisant. De nouveau, moi, je vous présente des faits. Les délires de Xénaton, allez les lire, les campagnes, allez les voir. Ça ne me tient pas à cœur de salir la réputation de qui que ce soit. Mais en même temps, je ne peux pas me taire par rapport à des choses pareilles. J'accélère parce que je suis attendu pour la suite. Ensuite, on m'a ressorti l'histoire de François de Sibontal. Alors, je vous la fais courte, mais dans une soirée de lancement d'une grande chaîne généraliste, la Une avec Richard Boutry, on avait une soirée de lancement avec beaucoup d'invités. Puis on était en 2021. Moi, j'avais demandé des garanties qu'on tiendrait des propos critiques mais mesurés.
qu'on partirait pas dans les reptiliens, l'oxyde de graphène, des trucs indémontrables, mais qu'on ferait attention. Et j'avais reçu la garantie des organisateurs que tout le monde ferait attention à ne pas dire des choses qui pourraient repousser des gens qui n'étaient pas prêts à entendre. Bon. Là-dessus, il y avait M. François de Siebenthal, tout un caractère, avec qui j'avais collaboré à des actions de résistance. Donc moi, j'ai aucun problème avec François de Siebenthal. Mais ce soir-là, il part dans une grande tirade en live sur les élites pédosatanistes, sur le fait que les francs-maçons ont tout infiltré et que Macron a truqué le résultat des élections en 2017. Et moi, à ce moment-là, je me lève en disant « Mais vous ne pouvez pas dire ça sans preuve. Il en va de notre crédibilité. » Alors ça fait une espèce d'esclandre qu'on utilise tout de suite contre moi, le vrai visage de Jean-Dominique Michel. Mais si vous voulez le fin mot de l'histoire, allez voir l'hommage à François de Siebenthal que j'ai réalisé. On le trouve sur Agora TV News, c'est la chaîne des amis de François, dans lequel j'explique toute l'affaire. Et je m'en suis expliqué avec lui le lendemain. Il m'a dit « Mais pourquoi vous avez coupé la parole ?» Je lui ai écrit les raisons qui m'avaient motivé. Et François de Siebenthal, qui était un honnête homme et un vrai chrétien, on n'avait plus de problème. Par contre, des années et des années après, on continue à me le ressortir. Je veux comprendre la vidéo où vous agressez quelqu'un qui dénonce les réseaux pédocriminels. Mais ce n'est pas du tout ce qui était en train de se passer. Et là, vous voyez la logique du soupçon. Hein ? Mais attendez, Jean-Dominique Michel, il a dit que les enfants avaient une sexualité, et puis il a attaqué l'honnête, et puis là, il a coupé la parole à François de Siebenthal. Vous voyez ? Alors, il y en a d'autres qui s'y sont mis, comme Astrid Stuckelberger, que j'aimais bien en ce qui me concerne. Bah, tout d'un coup, elle publie un post, Jean-Dominique Michel, fraude pour l'opposition contrôlée, qui veut placer ses marionnettes, plagiat, faux CV, inconnu en enseignement, recherche ou publication scientifique académique. Personne ne le connaît ni en anthropologie ni en santé publique en Suisse. Bah, c'est faux. Université de Lausanne, de Genève, Université de Neuchâtel, de Fribourg, Université de Montréal, Haute École Santé Sociale, Haute École de la Suisse romande. Mais tout d'un coup, vous avez Astrid Stuckelberger, que j'ai toujours estimé, qui me taille un costard. Alors, on arrive pour la dernière partie de l'émission à l'affaire Matzneff. Ben, c'est toute une histoire. Donc, Gabriel Matzneff, c'est cet affreux pédophile, écrivain de talent, qui pendant des années a été protégé en France par toutes sortes de pouvoirs, en couchant avec des adolescentes, et puis on a appris, depuis peu d'années, avec des enfants. Et puis là, vous voyez, on fait tout de suite l'association Michel Maffezoli, Jean-Dominique Michel. Alors, et il y a bien sûr un lien avec Ariane Biran, comme vous vous en doutez. Bon, Michel Maffezoli, il faut rappeler que c'est un très grand sociologue français, c'est aussi le seul de cette envergure à avoir pris position contre les mesures Covid, d'emblée. Il dit que les médias officiels sont des perroquets, que le peuple se sent méprisé par les élites et ne s'y retrouve plus. Bref, c'est un vrai opposant dans tous les sens du terme. Alors, je ne vais pas parler pour d'autres, mais quand même. D'abord, rappelez que, oui, je dis que c'est mon maître à penser, parce que c'était le directeur de thèse de mon directeur de mémoire en anthropologie. C'est un immense penseur, vraiment immense penseur. Imaginez, il a anticipé le totalitarisme dans les années 70, en disant notre société est en train de dériver vers le totalitarisme. Il a plus de 40 livres qui sont remarquables dans le fait d'évaluer cette progression, et oui, c'est un de mes maîtres à penser. J'ai envie de dire, malheureux ceux qui n'ont pas de maître à penser. Donc moi, j'ai Claude Lévi-Strauss, j'ai Gilbert Durand, j'ai Maurice Zindel, j'ai David Graeber, je pourrais vous en citer un certain nombre, et il y a Michel Maffezoli dans le lot, qui est un professionnel absolument remarquable. Maintenant, moi je l'ai rencontré à l'occasion du Covid. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais lu probablement une quinzaine de ses livres, mais je ne le connaissais pas. Et puis on a sympathisé, et je me suis rendu notamment récemment à l'occasion de ses 80 ans dans un colloque en Sorbonne,
où un nombre important de ces étudiants, doctorants, étaient réunis. Il a fait passer plus de 150 thèses de doctorat, donc c'est énorme. Et je ne peux que vous dire à quel point j'ai été frappé par ce que ces anciens étudiants, certains il y a 40 ans en arrière, disaient de sa gentillesse, de sa prévenance, de sa disponibilité, de son ouverture d'esprit, de son invitation à aller voir dans la vraie vie ce qui s'y passait. Je n'ai jamais entendu parler de la moindre inconduite de Michel Maffezoli. C'est un homme charmant, élégant, très apte à la communication. Il est facétieux, il est drôle, il est un peu provocateur. Bref, je n'ai aucune raison au monde de penser que Michel Maffezoli ait pu avoir la moindre inconduite. Alors on dit oui, mais il était ami de Gabriel Matzneff. Mais il faut bien se rendre compte que des personnalités comme Olivier Duhamel, comme Frédéric Mitterrand, comme Gabriel Matzneff étaient de tous les dîners en ville pendant des décennies et que des milliers de personnes pouvaient être décrites comme étant des amis de ces personnes. Des personnalités comme Michel Foucault avaient des mœurs sexuelles bizarres. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ont couché avec des adolescentes. Donc il y a eu un ensemble d'inconduites sur des générations et les seules questions qui se posent, c'est est-ce que les personnes qu'on veut incriminer ont commis des actes pareils ou étaient au courant de la gravité des faits, mais on ne peut pas juste alléguer du fait qu'ils se connaissaient et que Michel Maffezoli, en l'occurrence, a sans doute bu des verres de manière imprudente avec ce très vilain type qu'était Gabriel Matzneff. Et puis, bien sûr, Maffezoli est quelqu'un de aisément calomniable, parce qu'il écrit ouvertement sur un ensemble de sujets. On a vu comment il s'était fait piéger avec Elisabeth Tessier, mais ce n'est pas de sa faute. Il a fait faire une thèse de sociologie qui s'est vu reprocher. Et je vous passe juste un petit extrait d'Alexandre Le Breton, qui est quelqu'un qui se targue de comprendre quelque chose à MK Ultra. Ça résume tout le procès d'intention détestable qui est adressé à Maffezoli actuellement. À ce moment-là, il y avait 3 cultes à mystère. Mitra, le christianisme, Orphée, les religions à mystère, comme l'on dit. Qu'est-ce que ça veut dire un désordre? Vous avez compris ce que j'ai dit, moi. Hein? Un désordre amène un ordre. Ordo ab chaos. Retenez cette idée, ordo ab chaos. Et on a peur de penser à la nécessité du chaos. Moi, je suis pour les émeutes. C'est tout. C'est tout. La catharsis, quand ça sort, eh bien, du moins, ça ne contamine pas l'ensemble du corps. Et je dirais que, en gros, cette part d'ombre auquel je faisais référence tout à l'heure, moi je dis, et n'ayons pas peur des mots, la part du diable ne peut pas s'éradiquer. Il n'y a pas que la part des anges, hein. Il y a aussi la part du diable qu'il est important d'avoir à l'esprit. Ah ouais. C'est la mauvaise carrière. Alors vous voyez, c'est absolument extraordinaire. Parce que, alors déjà, un montage complètement débile, il y a des moments où on accélère la voix, il fait oui, ça parle de chaos, mais tout ce qu'il dit est juste totalement sans problème. Le christianisme, une religion à mystère, mais oui. Savoir que dans l'Antiquité, dans la liturgie, vous aviez la première partie qui était ouverte à tout le monde, et puis ensuite, les non-baptisés s'en allaient et seuls les baptisés pouvaient participer à l'Eucharistie. C'est ce qu'on appelle une religion à mystère. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire des religions peuvent être choqués, mais enfin, c'est ça. Ordo ab chaos, ben oui, il y a le catabolisme et l'anabolisme, il y a les forces de construction et de destruction, et un organisme humain comme une société vit en construisant certaines choses et en détruisant d'autres. Puis la part d'ombre ou la part du diable, ben oui, qui fait l'ange fait la bête. Il y a en nous une part compliquée, et soit on l'apprivoise et on lui donne place pour qu'elle ne génère pas des choses problématiques, soit on la refoule et il y a une résurgence de ce qui est problématique. Enfin, c'est juste de l'intelligence de base. Et vous avez ce type qui fait un montage pour dire oh, le danger, le péril, Maffezoli. Enfin. Et puis avec l'histoire des francs-maçons. Moi, après l'incident avec François de Ciboltal, quelqu'un est venu me voir en disant « Mais toi, on sait que tu es un franc-maçon du 28e degré !» J'ai jamais mis les pieds chez les francs-maçons. Ça m'attire pas, ça m'intéresse pas. Pourtant, il y a plein de gens remarquables qui étaient francs-maçons. Donc je ne crois pas que ça soit systématiquement des endroits où on égorge des bébés, où on cherche à rendre un culte à Satan.
De surcroît, Maffezoli a quitté la maçonnerie. Mais vous voyez, il y a aussi une parano du côté de certains secteurs de l'opposition où on ferait mieux de remettre l'église au milieu du village. Maintenant, si on reste sur la piste Matzneff, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une femme qui s'appelle Francesca G, qui, elle, a été à l'âge de 15 ans victime de Matzneff pendant des années. Elle a eu énormément de peine à faire publier son livre et elle révèle des choses diablement intéressantes sur la réalité de Matzneff. Et notamment qu'il était dans l'orbite du groupe Rothschild, protégé par Pierre Berger, de mèche avec le Mossad, protégé par la Mitterrandie, en lien avec des cercles occultes, et donc qu'il y a une énorme affaire autour de Gabriel Matzneff. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est une survivante de l'emprise avec lui. Et écoutez ces émissions, parce que c'est remarquable. Elle décrit ce que c'est qu'une emprise perverse. C'est pas juste un adulte et une ado qui sont amoureux l'un de l'autre. C'est d'une perversité extrême. Et donc, il y a vraiment un problème Matzneff, dans lequel on retrouve tous les grands noms de la société française. Or, est-ce que vous entendez qui que ce soit qui dit « Oui, mais alors Jean-Dominique, c'est un ami de Maffezoli qui est l'ami d'un pédophile ». Est-ce que vous entendez aucun d'entre eux s'intéresser à ce qu'il y a vraiment dans l'affaire Matzneff, aux protections dont il a joui, aux gens avec qui il était associé? Non. Vous voyez, et là, c'est du détournement d'attention. Alors voilà, à chacun d'être responsable. Si vous avez envie d'être manipulé dans le sens, allez-y. Évidemment qu'il y a une personne, Claire Gabriel, très douteuse, qui fait un lobbying de tous les diables pour dire mais comment est-ce que les gens osent inviter Michel Maffezoli et Hélène Stroll, qui étaient amis de Gabriel Matzneff. Oh, ils étaient moins amis que Trump avec l'autre. Et puis, de nouveau, je vous invite à aller écouter l'émission de Louis Fouché avec Hélène Stroll, qui est une femme absolument admirable et remarquable, une grande inspectrice générale des affaires sociales, très préoccupée de la solidarité. Enfin, on voit que là encore, il y a une campagne de dénigrement, vous voyez, abjecte. Ça veut dire quoi? Être l'ami de l'ami d'un ami. Pour suggérer toutes sortes de choses qui n'existent pas. Évidemment, Claire Gabriel, elle se victimise. Pourquoi on ne me laisse pas tranquille alors que j'essaye juste de dénoncer des très vilains criminels? Alors elle attaque Francesca G, qui est, elle, une vraie survivante. Elle fait tourner tout le monde en bourrique. Et puis quand on analyse un peu la personnalité et la trajectoire de Claire Gabriel, eh ben devinez sur qui on retombe. Eh bien oui, tous ceux qu'on avait déjà vus avant, c'est-à-dire un certain nombre d'influences pas très sympathiques. Et là encore, c'est un enterrement de scandale de première. Que Matzneff ait fait des choses très graves, j'en doute pas, mais avec le Mossad et les élites en France, pas avec Michel Maffezoli. Et puis, alors là, de nouveau officine. Vous voyez, j'ai interagi hier, ça m'a intéressé pour voir. Il y a un conte qui s'appelle Égrégore. En bon gardien du seuil, Jean-Dominique Michel, ami de Maffezoli, joue Francesca G, une vraie survivante de Matzneff, contre Claire Gabriel, pilotée par Ariane Biran. Alors je dis oui, j'ai répondu une publication, et puis j'ai fini en disant « Mettons que je vois les manipulations ». Rendez-vous demain soir sur ma chaîne, je parlerai de cette campagne en cours, laquelle me vise évidemment, cher égrégore, un égrégore des ténèbres. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Vous n'imaginez pas à quel point. Et là, je les ai laissés. Donc voilà, oui, il y a des choses extrêmement puantes, il y a des manipulations extrêmement profondes. Je vous le dis, j'ai été beaucoup trop gentil trop longtemps. Là, je vous montre tout ce que je sais. Tout est disponible, vous pouvez tout vérifier. Je n'invente rien et maintenant je vous annonce que je ne vais pas rester en interaction avec ce monde-là. Déjà parce qu'à ce stade, je suis en danger. J'étais en confiance que ça n'était pas le cas jusqu'à il y a peu, mais là je sais que je suis en danger. De toute manière, je ne peux pas corriger le torrent de boue qui me vise dans ces endroits-là. Et donc, je tire ma révérence. Il n'y aura plus d'émissions
sur l'information et sur l'actualité, parce que la seule stratégie dans un cas comme ça, c'est de ne plus être là où ils veulent que vous soyez. Alors je ne vais pas arrêter mes actions, loin de là, mais je sors de la dissidence. Sucharit Bhakti, le très grand infectiologue allemand, a laissé un dernier message assez déchirant et il dit pour la première fois, je ne suis plus optimiste. Je suis très inquiet de voir ce que les vaccins ARN messagers ont fait. Des milliards de personnes ont des cerveaux qui ne fonctionnent plus. Et en ce qui me concerne, j'ai mouillé ma chemise autant que j'ai pu pendant 5 ans. J'ai fait tout ce que j'aurais pu, mais je vois qu'on ne peut pas affronter les pouvoirs face auxquels nous sommes. Vous avez vu le côté pervers, démoniaque, obscur. On ne peut pas les affronter dans leur plan de réalité. Et donc, je passe à un autre plan de réalité. Désormais, je ne ferai plus que des émissions sur les neurosciences appliquées, sur la spiritualité, sur la santé, parce qu'au fond, tant que nous n'arriverons pas à agir depuis un niveau de probité et d'intégrité qui nous dissocie des énergies qu'ils utilisent contre nous, nous courons le risque, comme c'est en train d'être le cas pour tant de résistants, de devenir comme eux. Ce que me fait M. Alexis Cossette actuellement, c'est ce que m'ont fait les gens du camp adverse. Isomorphes, la même chose. Les stratégies de division et de destruction de l'opposition, c'est ce que feraient les gens d'en face. Alors voilà, je vous ai tout donné, j'ai pris tous les risques. Maintenant, je tire ma révérence. Je ne ferai plus que des propositions où il s'agira de cultiver notre conscience, notre intégrité émotionnelle, notre clarté, notre capacité de nous opposer. Alors, je peux encore vous prédire quelque chose, et d'une manière sans doute beaucoup plus fiable que les prédictions d'Alexis Cossette. C'est qu'ils vont dire « Ah voilà, maintenant qu'on l'a démasqué, il se défile, il n'ose plus rester face à nous. » Eh ouais, je vous parie ma chemise que c'est les commentaires que je vais avoir. Et vous voyez, c'est ça le fond de l'histoire. Des gens me disent « Mais pourquoi vous n'allez pas parler avec Alexis Cossette? Pourquoi vous ne parlez pas avec Ariane Biran ?» Mais pour une raison très simple, c'est que vous ne pouvez parler qu'avec quelqu'un qui est sincère, qui est intéressé à ce que vous avez à dire, qui cherche à comprendre pourquoi vous voyez les choses comme ça. J'ai essayé 10 fois de parler à Ariane Biran en lui disant « Mais je vais t'expliquer pourquoi je trouve que c'est important de respecter le fait qu'il y a quelque chose de sexualité dans la vie humaine, tout en respectant le fait qu'on ne touche pas aux autres. » Elle n'a jamais voulu savoir. C'était « tu as tort et je vais t'expliquer pourquoi tu as tort ». Donc quand le dialogue authentique n'est pas possible, ne perdez pas votre temps. Ça ne sert à rien et vous allez juste perdre de l'énergie. Alors voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui adhéreront à ça et en disant « ce très vilain monsieur Michel, ami de Maffezoli, et qui a osé dire que les enfants ont une sexualité, maintenant il se débine, le lâche, le vilain, le couard. » Toutes vos projections vous appartiennent. Je vous souhaite sincèrement d'être heureux tôt ou tard, mais qu'en ce qui me concerne, je ne reste plus dans ce jeu. Voilà l'image qu'ont dépeint de moi. Voyez, les pouvoirs auxquels on s'affronte. Je crois vraiment que nous avons mieux à faire. Il est vrai que le monde se scinde. Il y a les gens qui aspirent à mieux dans la tendresse, l'humilité, la vulnérabilité, l'ouverture d'esprit et l'appel de la vie. Et il y a ceux qui veulent toujours être plus violemment dans le même type de fonctionnement. Donc je donne rendez-vous à tous ceux qui auront envie de s'intéresser à mes nouvelles propositions prochainement. Mais quoi qu'il en soit, je lâche là le combat. Je n'ai pas vocation à me battre contre des Alexis Cossette ou des Ariane Biran ou d'autres personnes de cet acabit. J'ai mieux à faire dans la vie. J'aurai donné ma part. Je souhaite le meilleur à chacun. Merci de votre confiance et à bientôt.